Je suis rentré de mon voyage 3 jours plus tôt. Dans le jardin, mon petit ami était sur le point d'épouser ma meilleure amie. Pire encore, elle portait le voile que ma mère m'avait laissé. Mais alors je leur ai fait un énorme cadeau. Evelyne Dubois est rentrée chez elle 3 jours plus tôt que prévu et a découvert un hôtel de mariage dans son jardin. Ce n'était ni une demande en mariage, ni une séance photo stylisée. C'était un vrai mariage. Des chaises blanches bordaient la pelouse dans des rangées de roses parfaites. Un quatuor à cordes jouait sous le chêne centenaire. Des fleuristes tressaient des roses ivoires autour de l'arche en fer forgé que son père avait construite pour sa mère 25 ans auparavant. Du champagne pétillait sur des plateaux d'argent. Des invités en robe d'été pâle et costumes de lin se tournaient vers le sentier du jardin, souriant comme s'ils étaient à leur place. À l'hôtel se tenait le fiancé d'Evelyne. Julien Lefebvre portait un smoking couleur crème et l'air d'un homme attendant que sa vie commence. À ses côtés, dans une robe de mariée en soie et le voile de perles et de dentelle de la mère d'Evelyne, se tenait la meilleure amie d'Evelyne, Chloé Moreau. Pendant 3 secondes, Evelyne n'a pas pu entendre la musique. La poignée de sa valise était encore chaude dans sa main. Son vol en provenance de Francfort avait atterri à l'aube. Les négociations d'acquisition s'étant terminées plus tôt que prévu, elle n'avait dit à personne qu'elle rentrait chez elle car elle voulait surprendre Julien. Elle s'était imaginé un café dans la cuisine, son air surpris, peut-être la tendresse qu'ils avaient perdue ces derniers mois sous le prétexte du travail. Au lieu de cela, elle se tenait au bord de son propre jardin et le regardait prendre la main de Chloé. Quelqu'un près du fond a chuchoté, « C'est elle ?» Une autre voix a répondu, « Non, ce n'est pas possible. » Julien a dit qu'elle était en Europe de l'Est jusqu'à vendredi. Le regard d'Evelyne a balayé de l'hôtel à la maison. Sa maison, aux murs de pierre grise typique de la vallée de l'Hudson. Volets bleus, portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse. Le jardin qu'elle avait planté après la mort de son père. La bibliothèque de l'aile ouest où Chloé avait pleuré sur ses genoux après sa propre rupture 2 ans plus tôt. La cuisine où Julien préparait des toasts à l'avocat le dimanche matin et lui disait qu'il ne s'était jamais senti chez lui nulle part avant de la rencontrer. Maintenant, la terrasse était une zone de réception. Ses tables de salle à manger étaient dehors. Les verres en cristal de sa mère étaient alignés. Les lanternes antiques de son père pendaient des arbres. Près des rosiers, une grande pancarte disait « Julien et Chloé, enfin chez eux ». Evelyne fixa ces 4 mots « enfin chez eux ». L'officiant s'éclaircit la gorge à l'hôtel. Julien eut l'air agacé avant d'être surpris. Cette petite séquence en dit plus à Evelyne que n'importe quelle confession. Il était d'abord irrité que le programme ait été perturbé. Ce n'est qu'ensuite qu'il se souvint qu'elle avait le droit de le perturber. Chloé la vit une seconde plus tard. Le visage de la mariée pâlit sous son maquillage parfait. Le voile de perles tremblait sur ses épaules. Evelyne connaissait ce voile. Sa mère l'avait porté sur une photographie en noir et blanc qui reposait sur la cheminée. Evelyne ne l'avait touché qu'une fois après les funérailles de sa mère et l'avait remis dans son papier doublé de cèdre parce que certaines choses étaient trop intimes pour devenir des objets de décoration. Chloé l'avait volé. Julien descendit de l'hôtel. Evelyne. Les invités s'agitèrent. Des téléphones furent levés discrètement. Une femme au premier rang halta, couvrant sa bouche, non par sympathie, mais avec le frisson d'assister à un désastre bien éclairé. Evelyne laissa sa valise sur le chemin de pierre. Elle ne cria pas. Cela déçut plusieurs personnes à la fois. Julien s'avança vers elle, les paumes ouvertes. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Evelyne regarda par-dessus lui la robe blanche de Chloé, l'officiant tenant le registre de mariage, les rangées d'invités, le champagne, la pancarte. Puis, à quoi ça ressemble, demanda sa voix. C'était calme, trop calme. La mère de Julien, Éléonore Lefebvre, se leva du premier rang. Elle portait de la soie lavande et la suffisance d'une femme qui avait passé des années à qualifier Evelyne de pratique quand elle voulait dire inadéquate. Evelyne, dit Éléonore. Ne fais pas de scène. Evelyne se tourna lentement. Éléonore leva le menton. Ce jour est important pour Julien. Quelle que soit la déception privée que tu ressens, elle doit être gérée avec dignité. Déception privée. Evelyne admira presque la phrase. Il fallait un vrai talent pour appeler une trahison un inconvénient de planification. Chloé bougea enfin, ramassant sa jupe et s'avançant, les yeux brillants de larmes soigneusement calculées. Evie, je peux t'expliquer.
La bouche d'Evelyne se serra au surnom. Seul son père l'avait appelée Evie sans demander. Ne m'appelle pas comme ça pendant que tu portes le voile de ma mère. Chloé s'arrêta. Julien jeta un coup d'œil aux invités. Evelyne, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Nous pouvons parler dans ma maison. Sa mâchoire se tendit. Notre maison. Voilà. Le deuxième vol. Le premier était l'homme. Le second était la maison. Le troisième, Evelyne le soupçonnait, était quelque part dans les papiers. Derrière Julien, un homme grand en costume gris sortit des portes de la terrasse. Evelyne le reconnut comme Marc Thion, ami de collège de Julien, et son avocat actuel. Marc portait un dossier en cuir et affichait l'expression de quelqu'un dont la stratégie juridique venait d'entrer vivante dans le jardin. Evelyne le regarda. « Marc, êtes-vous ici en tant qu'invité ou en tant que conseiller juridique ?» Il ne répondit pas assez vite. Éléonore s'exclama, « Arrête ça. Tu es parti. » Julien est allé de l'avant. Chloé est enceinte et il fait ce qui est honorable. Le jardin se tut. Evelyne regarda Chloé. La main de Chloé se porta à sa taille. Enceinte. Un autre mot arrangé pour un maximum de dégâts. Julien fit un pas de plus. J'allais te le dire à ton retour. Après le mariage, ça c'est compliqué. Evelyne regarda les chaises, les fleurs, les invités sirotant du champagne dans le cristal de sa mère. Ça ne s'est pas compliqué, dit-elle. C'est devenu un événement traiteur. Un rire nerveux s'échappa de quelqu'un au fond et mourut instantanément. Le visage d'Éléonore s'empourpra. Tu fais toujours ça. Tu restes là avec ce petit visage froid et tu fais sentir à tout le monde qu'ils sont vulgaires d'avoir des sentiments. Evelyne la regarda. Votre fils épouse ma meilleure amie dans mon jardin alors que je suis censé être à l'étranger parce que vous ne lui avez jamais donné de foyer. La phrase atterrit étrangement dans le jardin car même les invités semblaient comprendre que la maison derrière la contredisait. Julien s'interposa entre eux. Mère. Chloé commença à pleurer. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Evelyne se tourna vers elle. Tu as mis le voile. Les larmes de Chloé s'arrêtèrent. C'est là qu'Evelyne sut. Chloé pouvait excuser l'affaire comme une passion, la grossesse comme le destin, le mariage comme une urgence. Mais le voile avait nécessité un choix. Une main ouvrant une boîte, des doigts soulevant de la dentelle ancienne. Une femme regardant le souvenir d'une mère décédée et décidant que sa propre victoire le méritait. Evelyne ramassa sa valise. Julien eut l'air soulagé trop tôt. Bien. Parlons à l'intérieur. Non. Il cligna des yeux. Evelyne sortit son téléphone et appela le gérant du domaine. Les yeux de Julien se plissèrent. Qu'est-ce que tu fais? Je demande pourquoi il y a 200 intrus sur ma pelouse. Evelyne avait acheté le domaine de Pierreval sous une fiducie avant même que Julien ne le voie. Se fait compter maintenant. Pour tout le monde, la propriété ressemblait à une vieille maison de campagne de la vallée de l'Hudson, le genre d'endroit que les familles riches héritent avec l'argenterie et la répression émotionnelle. En vérité, Evelyne l'avait acheté après la mort de son père par l'intermédiaire de la fiducie de l'Archemont, une structure privée contrôlée par son family office. Elle avait restauré la maison lentement, pièce par pièce, en utilisant des architectes qui comprenaient que le deuil a parfois besoin de murs pour se réparer. Julien emménagea 2 ans plus tard, non pas en tant que propriétaire, non pas en tant que partenaire, mais en tant qu'homme qu'Evelyne aimait. Il était charmant alors, ambitieux et affamé d'une manière qui lui donnait envie de le nourrir plutôt que de le craindre. Il avait grandi à côté de l'argent, mais jamais à l'intérieur. Éléonore Lefebvre l'avait élevé à croire qu'il méritait la grandeur parce que son grand-père avait autrefois possédé une usine textile en faillite dans une ville industrielle du Massachusetts, et parce qu'elle s'était dit pendant 40 ans que l'élégance était génétique. Julien voulait construire une entreprise d'hôtellerie de luxe. Evelyne l'aida, le présenta à des prêteurs sans mettre son nom en évidence, examina les contrats, structura les investissements par l'intermédiaire d'une entité discrète appelée le Fonds Cyprien. Elle protégea sa fierté car elle pensait que l'amour signifiait laisser un homme se tenir droit, même si sa main était le garde-fou. Julien croyait que Cyprien était un investisseur externe. Éléonore croyait que Julien avait enfin trouvé le soutien que sa vision méritait. Chloé croyait tout ce qui l'aidait à se sentir choisi. Seul le père d'Evelyne l'avait averti avant de mourir.
Ne construis jamais un trône pour un homme qui en veut à la main qui le tient, avait-il dit de son lit d'hôpital. Evelyne avait pensé qu'il était cynique. Maintenant, debout dans son jardin, écoutant le quatuor de mariage hésiter à jouer une version instrumentale douce de l'Atlas, elle comprit qu'il avait été poli. Le gérant du domaine, Benoît Caron, répondit à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Dubois. Benoît, êtes-vous sur la propriété à la porte nord? J'ai essayé de vous joindre. Pourquoi? Sa voix se tendit. Monsieur Lefebvre a dit que vous aviez approuvé une cérémonie familiale privée. Le forfait fournisseur avait votre autorisation numérique. Evelyne regarda Julien. Il la fixa, le visage sévère. Je ne l'ai pas approuvé, dit-elle. Benoît resta silencieux. Compris, dit-il. Voulez-vous que la sécurité mette fin à l'événement? Julien s'approcha. Evelyne, ne fais pas ça. Elle soutint son regard. Arrêtez-le. La voix de Benoît était calme maintenant. Professionnelle. Oui, madame. En 30 secondes, 2 agents de sécurité apparurent sur le sentier latéral. Le quatuor s'arrêta complètement. Un serveur abaissa un plateau de champagne. L'officiant ferma son registre avec l'air d'un homme qui reconsidère ses honoraires. Les invités commencèrent à chuchoter ouvertement. Éléonore marcha vers Evelyne. Tu ne peux pas arrêter un mariage parce que tes sentiments sont blessés. Non, dit Evelyne, mais je peux arrêter un événement non autorisé sur une propriété privée. Éléonore rit. Propriété privée? Tu as laissé Julien vivre ici. C'est aussi sa maison. Une maison n'est pas un titre de propriété. Le visage de Julien se durcit. C'est cruel. Evelyne le regarda. C'est aussi planifier un mariage derrière mon dos. Chloé essuya les larmes de ses joues. Nous allions partir après la cérémonie. Nous n'essayions pas de prendre la maison. Evelyne jeta un nouveau coup d'œil à la pancarte. Enfin chez eux. Chloé suivit son regard et rougit. Marc Thion s'avança. Le mode avocat remplaçant la gêne de l'invité. Evelyne, je conseillerais à tout le monde de désamorcer. Il y a des déclarations qui pourraient soutenir l'intérêt de Julien pour la résidence. Des déclarations faites par qui? Marc hésita. Par Julien, demanda Evelyne. Julien s'emporta. J'ai vécu ici pendant 3 ans, 2 ans et 7 mois. Est-ce que tu t'entends? Ses yeux brillèrent. Tu fais toujours en sorte que l'amour ressemble à un grand livre de contes. Evelyne le sentit, non pas parce que c'était juste, mais parce qu'il savait exactement où viser. Il l'avait accusé de comptabilité émotionnelle chaque fois qu'elle demandait de la réciprocité. Qui cuisinait? Qui recevait? Qui s'excusait? Qui donnait? Qui disparaissait dans la logistique pour que ses rêves semblent sans effort? Elle respira à travers l'ancienne blessure et ne la laissa pas saigner dans le jardin. L'amour n'est pas un grand livre de contes, dit-elle. Mais la fraude en laisse souvent un. Le visage de Marc changea. Julien le remarqua. Evelyne se tourna vers Benoît, qui était arrivé avec une tablette à la main. Montrez-moi l'autorisation. Benoît la lui tendit. Le dossier du fournisseur était impeccable. Trop impeccable. Une approbation numérique sous le nom d'Evelyne, une image de signature copiée de ses comptes de domaine, et une autorisation de paiement débitée à Pierreval Événements, une filiale créée pour gérer les fonctions caritatives du domaine. Evelyne fit défiler lentement l'écran. Fleurs, traiteur, location de tente, officiant, musicien, parking invité, heures supplémentaires du personnel, signalisation personnalisée, préparation de la suite nuptiale, gestion de la garde-robe. Elle ouvrit la ligne de commande. Récupération et pressage à la vapeur du voile de perles. Sa mâchoire se serra. Chloé détourna le regard. Evelyne rendit la tablette. Préservez tous les registres. Benoît hocha la tête. Déjà en train de sauvegarder. Éléonore se moqua. Tu transformes une douloureuse affaire personnelle en un spectacle administratif. Evelyne la regarda. Non, Julien l'a fait quand il a utilisé ma société événementielle pour payer son mariage. Les invités réagirent alors, non pas bruyamment, mais suffisamment. Une vague de chuchotements traversa les chaises. Chloé agrippa la manche de Julien.
Tu as dit que c'était réglé. Evelyne entendit la phrase, ainsi que tous ceux qui étaient assez proches. Julien se tourna trop brusquement vers Chloé. Pas maintenant. Réglé, demanda Evelyne. Les lèvres de Chloé s'entr'ouvrirent, mais Éléonore intervint. Elle est enceinte et dépassée. Arrête de l'interroger. Evelyne regarda la jeune femme dans le voile volé. La grossesse ne rendait pas la trahison innocente. Elle rendait l'enfant innocent, et cette distinction importait. Chloé, dit Evelyne, assieds-toi. Chloé cligna des yeux. Si tu es enceinte, tu n'as pas besoin de rester debout ici pendant que les adultes discutent des factures. La cruauté de cette phrase n'était pas dans les mots. Elle était dans la justesse. Chloé s'assit sur la chaise la plus proche comme si ses genoux ne lui appartenaient plus. Julien regarda Evelyne avec un mélange de haine et de supplication. S'il te plaît, laisse les invités partir et nous discuterons de ça en privé. Evelyne regarda les rangées de personnes qui étaient venues assister à son remplacement dans son propre jardin. Il devrait partir, approuva-t-elle. Julien expira. Après qu'ils aient donné leur nom à la sécurité. Il fallut 40 minutes pour vider le jardin. 40 minutes d'invités faisant semblant de n'être pas venus assister à une trahison officialisée parmi les roses. 40 minutes de vendeurs échangeant des regards pendant que la sécurité copiait les contrats et les factures. 40 minutes de Chloé assise dans une robe de mariée au bord de la pelouse tandis que son mascara se rendait lentement. 40 minutes de Julien arpentant près de l'autel, téléphone à la main, se disputant à voix basse avec Marc. Evelyne profita de ce temps pour parcourir la maison, sans courir, sans s'emporter, mais en inspectant. Le foyer avait été rempli de fleurs blanches. Le portrait de son père avait été retiré du mur de l'entrée et remplacé par une photo de fiançailles encadrée de Julien et Chloé. Dans la salle à manger, des marque-places identifiaient les tables avec les noms de villes où Julien voulait développer des hôtels, Paris, Milan, Santorin, Kyoto. Dans la bibliothèque, quelqu'un avait rangé les dossiers d'acquisition d'Evelyne dans des boîtes de rangement et installé une loge nuptiale. Sur le bureau où Evelyne avait signé les premiers documents d'investissement du fonds Cyprien, la maquilleuse de Chloé avait renversé de la poudre fixante. Evelyne se tenait dans l'embrasure de la porte et laissait les détails entrer en elle un par un. Non pas parce qu'elle voulait souffrir, mais parce que le chagrin brouillait une pièce à moins de la faire témoigner. Benoît la suivait en silence, prenant des photos et des vidéos. N'oubliez pas le coffre en cèdre, dit Evelyne. Il se retourna. Le coffre était ouvert près de la fenêtre. À l'intérieur, l'emballage d'archivage du voile de perles était froissé à côté de la bouteille de parfum de Chloé. L'expression de Benoît se tendit. Il avait travaillé pour le père d'Evelyne avant de travailler pour elle. Il avait vu le voile rangé après les funérailles. Sa voix baissa. Je suis désolé. Documentez-le. Il le fit. Dans la chambre principale, la dernière ligne se brisa. Le sac de nuit de Chloé était sur la méridienne d'Evelyne. Les vêtements de Julien avaient été déplacés vers le placard de gauche. Les vêtements d'Evelyne étaient toujours là, mais poussés sur le côté. Sur la commode, une petite note manuscrite disait « Déplacer les affaires d'Evelyne dans la chambre d'amis après la cérémonie ». L'écriture d'Éléonore. Benoît vit en même temps qu'Evelyne. Photographiez-le, dit Evelyne. Sa voix resta ferme. Benoît ne bougea pas. Oui, madame. Dans la chambre d'amis, des boîtes étaient empilées contre le mur. Evelyne en ouvrit une et trouva ses pulls, ses écharpes, des photographies encadrées, de vieilles lettres et le service de brosse en argent que sa mère lui avait laissé. Non pas jeté, mais déplacé. C'était pire. J'aurais admis de la cruauté. Le déplacement prétendait qu'elle était déjà partie. Evelyne ramassa la photographie encadrée sur le dessus, ses parents sous l'arche du jardin, riant sous la pluie printanière. Le verre était fissuré pour la première fois depuis le jardin. Sa main trembla une seule fois. Puis elle posa le cadre et ferma la boîte. Au moment où elle revint sur la terrasse, les invités étaient pour la plupart partis. Les chaises restaient comme des preuves. Des pétales blancs balayés par le vent s'étendaient sur la pelouse. L'autel, soudainement bon marché sans l'attente, penchait légèrement au vent. Julien se tenait près des marches avec Éléonore, Marc et Chloé. Chloé avait enlevé le voile. Elle le tenait à deux mains. Plus une mariée, pas encore formellement accusée de quoi que ce soit,
mais parfaitement consciente que la romance était devenue un litige de propriété. Evelyne marcha vers elle et prit le voile. Chloé ne résista pas. « Je suis désolée », chuchota Chloé. Evelyne regarda les perles et la dentelle. De l'avoir porté ou de t'être fait prendre? Chloé ferma les yeux. Éléonore s'avança. Ça a assez duré. Chloé porte l'enfant de Julien. Alors Julien devrait commencer à se comporter comme un père au lieu d'un intrus. Le visage de Julien s'empourpra. Tu peux être en colère contre moi. N'humilie pas ma mère. Evelyne se tourna vers lui. Ta mère a emballé mes affaires dans la chambre d'amis. Il jeta un coup d'œil à Éléonore. La bouche d'Éléonore se serra. Nous avions besoin d'espace pour la marier. Même Marc baissa les yeux. Evelyne rit une fois. Le son était doux et creux. La marier, répéta-t-elle. Julien s'approcha. Evelyne, je sais que c'est moche, mais toi et moi, c'était fini. Vraiment? Émotionnellement, oui. Tu m'as demandé de revoir ton contrat pour le complexe hôtelier de Miami mardi dernier. Les affaires peuvent continuer après que l'amour change sur la terrasse. Silence. Chloé ouvrit les yeux. La mâchoire de Julien était serrée. Evelyne regarda son ancienne meilleure amie. Il t'a dit que nous n'étions plus ensemble depuis des mois. Le visage de Chloé devint blanc. Chloé, avertit Julien. Evelyne hocha légèrement la tête. Bien sûr. Chloé le fixa. Tu m'as dit. J'ai dit que ce n'était pas le moment, s'emporta Julien. Le ton était assez violent pour la faire reculer. Evelyne reconnut ce recul. Elle l'avait fait en privé pendant des mois chaque fois que le charme de Julien s'estompait et que l'impatience montrait ses crocs. Marc s'éclaircit la gorge. Nous devons séparer les problèmes personnels de l'exposition juridique. Très bien, dit Evelyne. Commençons par l'autorisation falsifiée. Julien s'emporta. Ce n'était pas falsifié. Benoît leva les yeux de sa tablette. Evelyne dit, alors explique comment ma signature numérique a approuvé des dépenses de mariage alors que j'étais dans une installation client sécurisée à Francfort. Les yeux de Julien s'agitèrent. Petit, assez rapide. Marc intervint. Il y a peut-être eu une autorisation verbale préalable pour l'utilisation des lieux. Pour un mariage? Il ne dit rien. Éléonore leva le menton. Tu as toujours dit à Julien que c'était sa maison. Je lui ai dit qu'il était aimé ici. Ce n'est pas la même chose. Evelyne la regarda. Cette confusion explique la journée d'aujourd'hui. Le téléphone de Julien sonna. Il regarda l'écran et se figea. Evelyne vit le nom avant qu'il ne se détourne. Fonds Cyprien. L'investisseur externe qu'il ne savait pas quel était. Julien ne décrocha pas. Ce fut sa troisième erreur. La première était de planifier le mariage. La seconde était d'utiliser la propriété et la signature d'Evelyne. La troisième était de penser que les appels sans réponse arrêtaient les conséquences. Evelyne savait exactement pourquoi Cyprien appelait. Son voyage à Francfort était pour la réunion finale d'acquisition liée au groupe hôtelier Lefebvre, l'entreprise de Julien. Le fonds Cyprien était sur le point de libérer une tranche majeure de financement pour son projet phare, une chaîne d'hôtels-boutiques construits autour de domaines patrimoniaux et d'espaces événementiels intimes. Le domaine de Pierreval avait fait partie du pitch, pas officiellement comme garantie. Evelyne ne l'aurait jamais permis, mais Julien avait utilisé des images de sa maison dans les documents d'investisseurs, l'appelant l'inspiration de sa philosophie de design. Il avait dit au prêteur qu'il avait accès à des réseaux de domaines privés et de propriétés familiales. Evelyne l'avait corrigé une fois. Il avait ri et dit que, raconter une bonne histoire n'était pas de la fraude. Maintenant, elle soupçonnait que sa définition de la narration s'était étendue. Julien mit son téléphone dans sa poche. Nous devrions discuter de ça à l'intérieur. Non, Julien, la maison t'est fermée. Éléonore halta. Tu ne peux pas le chasser de chez lui. Benoît s'avança. L'accès de résidence de Monsieur Lefebvre est permissif en vertu de l'accord d'occupation domestique du domaine. Mademoiselle Dubois peut le révoquer. Julien se tourna vers lui. Reste en dehors de ça. Benoît ne bougea pas. Evelyne regarda Marc. Étiez-vous au courant de l'accord d'occupation?
Le silence de Marc fut une réponse suffisante. Éléonore eut l'air confuse. Accord d'occupation, chuchota Chloé. Julien. Le visage de Julien s'assombrit. C'était une formalité. Evelyne dit, c'était la raison pour laquelle tu avais une clé, mais pas le titre. Les yeux d'Éléonore s'écarquillèrent. Julien, de quoi parle-t-elle maintenant? Ce n'est pas ta maison. La question venait de Chloé, pas d'Éléonore. C'était calme et ça traversa le jardin avec une précision humiliante. Julien la fusilla du regard. J'ai dit, pas maintenant. La main de Chloé se porta à son estomac. Tu m'as dit qu'après le mariage, nous vivrions ici. Evelyne la regarda. Encore une fois. Une autre femme découvrant qu'elle avait été vendue une pièce dans la vie de quelqu'un d'autre. Éléonore se reprit par la force. Les détails techniques juridiques peuvent être réglés. Julien a mis des années dans cette propriété. Il a invité des fournisseurs non autorisés et a déplacé mes affaires. Parce que tu étais parti en voyage d'affaires pour financer son entreprise. Sa tête se tourna vers elle. Trop tard. Éléonore fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Marc eut l'air de vouloir se dissoudre dans la pierre du patio. Julien dit, Evelyne, ne fais pas ça. Elle le regarda. Ne fais pas quoi? Dis à ta mère que le fonds Cyprien venait de mon family office. Dis à Chloé que le projet hôtelier qu'elle espérait hériter en tant que Madame Lefebvre est actuellement en cours d'examen parce que le fondateur a essayé de l'épouser lors d'un événement non autorisé sur un domaine contrôlé par un investisseur. Le jardin s'arrêta. Même le vent sembla se calmer. La bouche d'Éléonore s'ouvrit. Chloé fixa Julien. Les yeux de Julien étaient fixés sur Evelyne. La haine et la peur enfin côte à côte. Tu as menti, dit-il. Evelyne faillit sourire. À qui? Cyprien, c'était toi. Cyprien est géré par des professionnels mais contrôlé par moi. Oui. Il recula d'un pas. La couleur quitta son visage par étapes. Pendant des années, Julien avait dit à Evelyne qu'elle ne comprenait pas le risque commercial parce qu'elle venait d'un argent tranquille. Il lui avait dit que l'argent la rendait prudente. Il lui avait dit que les investisseurs voulaient une vision, pas des notes de bas de page. Il lui avait dit qu'elle aimait le limiter. Pendant tout ce temps, il avait loué la sophistication de Cyprien lors de réunions, citant ses fiches de conditions, disant à ses amis que l'investisseur mystère voyait son génie. Maintenant, il savait que l'investisseur mystère avait été la femme qu'il avait prévu de remplacer avant qu'elle ne rentre chez elle. Chloé recommença à pleurer, mais cette fois les larmes sonnaient différemment. Moins de performance, plus de panique. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Il se retourna vers elle. Ne commence pas toi aussi. Evelyne se plaça entre eux sans réfléchir. Julien vit le mouvement et rit amèrement. Bien sûr, tu la protèges maintenant. Je protège un bébé d'un homme qui perd le contrôle en public. Son visage se durcit. Tu penses pouvoir tout garder. Evelyne regarda l'hôtel, les chaises, le voile volé maintenant plié sur son bras, la photographie fissurée à l'intérieur de la maison, les factures des fournisseurs, la signature, l'appel téléphonique de Cyprien. Non, dit-elle, je pense que tu as déjà dépensé ce qui ne t'a jamais appartenu. À la tombée de la nuit, le domaine de Pierreval ressemblait au lendemain d'une tempête. L'arche de mariage était à moitié démontée. Les fleuristes emportaient des seaux de roses. Le traiteur emballait la nourriture intacte dans des plateaux métalliques. Les musiciens partirent par la porte latérale avec la dignité des personnes qui ne voulaient pas recevoir d'assignation. La sécurité escorta Éléonore à sa voiture après qu'elle ait refusé d'arrêter de crier qu'Evelyne était vindicative. Chloé partit avec sa cousine. Julien, lui, ne partit pas. C'était important. Julien resta dans la bibliothèque avec Marc, Evelyne, Benoît et 2 avocats qui arrivèrent du bureau d'Evelyne avant que le soleil ne se couche derrière les arbres. L'un représentait la fiducie de l'Archemont. L'autre représentait le fonds Cyprien. Julien n'avait jamais paru aussi petit que lorsqu'il était assis en face d'eux. La bibliothèque sentait encore faiblement le parfum de Chloé et la laque capillaire. Evelyne détestait ça. Marc tenta de commencer par l'émotion. Cette situation est douloureuse pour tout le monde. L'avocate de la fiducie d'Evelyne, Inès Castano, le regarda par-dessus ses lunettes.
La douleur n'a pas approuvé le forfait fournisseur. Marc se ravisa. Mon client conteste la qualification de faux. L'avocat du fonds Cyprien, Thomas Vanier, glissa une impression sur la table. Alors votre client peut expliquer ses métadonnées. Julien fixa la page. L'autorisation numérique avait été envoyée depuis une adresse IP de bureau associée au groupe hôtelier Lefebvre. Le fichier de signature avait été copié à partir d'un PDF qu'Evelyne avait signé plusieurs mois auparavant. L'horodatage d'approbation plaçait Evelyne dans une installation de conférence sécurisée à Francfort où l'accès aux appareils était enregistré et restreint. La mâchoire de Marc se serra. Il y a peut-être eu une autorité déléguée. Le stylo d'Inès Castano s'arrêta. Il n'y en avait pas. La voix de Julien monta. Je compte tout rembourser. Evelyne le regarda. Avec quoi? Il la fusilla du regard. Ne m'humilie pas. Ce n'est pas une réponse. Thomas Vanier ouvrit un autre dossier. La liquidité actuelle du groupe Lefebvre dépend de la libération prochaine de Cyprien. Cette libération est désormais suspendue. Julien se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. Thomas ne s'y a pas. Nous le pouvons. L'accord de financement comprend une clause de conduite, une clause d'intégrité des déclarations et une clause d'utilisation non autorisée d'actifs affiliés à l'investisseur. Un mariage n'est pas une affaire d'entreprise. Ça l'est devenu quand vous avez utilisé des biens, des comptes d'événements, du personnel et l'image de marque affiliée à l'investisseur sans autorisation. Marc posa une main sur le bras de Julien. Assieds-toi. Julien resta debout. Evelyne leur a demandé d'arrêter. La pièce devint silencieuse. C'était ça. Pas une excuse, pas de remords. Un ordre déguisé en désespoir. Evelyne s'assit en bout de table, le voile de perles plié devant elle sur le papier d'archivage que Benoît avait apporté du rangement. Elle regarda l'homme qui l'avait autrefois tenu dans cette même pièce après les funérailles de son père et lui avait promis qu'il ne la ferait jamais se sentir seule chez elle. Pourquoi? Demanda-t-elle. Julien la fixa. Parce que j'ai construit cette entreprise avec le financement de Cyprien. Parce que tu croyais en moi. Je croyais. Le passé simple atterrit durement. Il l'entendit. Evelyne, dit-il, plus doucement maintenant. J'ai fait une horrible erreur. Le stylo d'Inès Castano s'arrêta de nouveau. Evelyne leva entièrement les yeux. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est envoyer un texto à la mauvaise personne. Tu as planifié un mariage, falsifié mon approbation, déplacé mes affaires, utilisé le voile de ma mère et invité des gens à assister à mon remplacement. Les yeux de Julien se creusèrent. Sais-tu à quel point ma vie dépendait de toi? La maison, l'argent, les contrats, les contacts. Tu ne l'as jamais dit à voix haute, mais je le sentais chaque jour. La poitrine d'Evelyne se serra. C'était l'ancien Julien, l'honnête, l'homme avec la terreur sous l'ambition, l'homme qu'elle avait pris pour quelqu'un désireux de grandir au lieu de quelqu'un attendant de ressentir du ressentiment envers la personne qui voyait cette peur. Alors tu as choisi Chloé, dit-elle. Elle me regardait comme si j'étais suffisante, parce que tu lui as menti sur ce que suffisait incluait. Il tressaillit. Marc ferma discrètement sa mallette comme si l'argument juridique ne pouvait rivaliser avec une vérité si laide. Julien dit, elle est enceinte, alors tu vas garder le bébé légalement. Tu vas me ruiner avant que je ne puisse le faire. Evelyne joignit les mains. Non, ton entreprise subira un examen. Ton accès au domaine de Pierreval est révoqué. Les charges non autorisées seront auditées. L'autorisation falsifiée sera conservée. Tu retireras tes affaires sous surveillance. Ce sont des conséquences, pas la ruine. Il la fixa. Tu parles comme si tu lisais un contrat. Les contrats vous sauvaient plus souvent que l'amour. La phrase les coupa tous les deux. Julien s'assit lentement. Pour la première fois depuis qu'Evelyne était entrée dans le jardin, il eut l'air honteux. Pas assez, mais c'était réel. Chloé appela Evelyne à minuit. Evelyne faillit ne pas répondre. Elle était assise par terre dans l'ancienne salle de couture de sa mère, le voile de perles étendu avec soin sur de la mousseline propre. La maison était silencieuse maintenant. Julien avait été escorté à un hôtel. Éléonore avait envoyé 11 textos allant des menaces au verset biblique. Marc avait demandé du temps pour répondre.
Les vendeurs avaient tous fourni des copies de chaque accord. La valise d'Evelyne était toujours rangée près de l'escalier. Son téléphone sonna de nouveau. Chloé. Evelyne répondit sur haut-parleur et posa le téléphone à côté du voile. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut que de la respiration sur la ligne. Puis Chloé murmura « Je suis désolée ». Evelyne regarda les perles fragiles cousues dans la dentelle antique. Pour quelle partie? La question n'était pas rhétorique. Chloé pleura doucement. Pour tout. C'est trop vague pour être utile. Silence. Puis Chloé dit, pour avoir couché avec lui pendant que je te souriais. Pour t'avoir laissé parler de Francfort alors que je savais que nous avions choisi une date. Pour avoir mis le voile. Je savais que c'était mal. Je l'ai fait parce qu'Éléonore a dit que ça me ferait me sentir comme la vraie mariée. Evelyne ferma les yeux. La vraie mariée. Comme si la féminité était une chaise et que seule une personne pouvait s'asseoir. Chloé continua, les mots trébuchant maintenant. Julien m'a dit que c'était fini entre vous. Il a dit que la maison était techniquement à toi mais émotionnellement à lui. Il a dit que tu ne voulais jamais te marier. Tu ne voulais jamais d'enfant. Tu ne voulais jamais fonder un foyer avec lui. Il a dit que tu le maintenais dépendant pour le contrôler. Evelyne ouvrit les yeux. Et tu l'as cru? Je voulais le croire. Au moins, tu es honnête là-dessus. Es-tu enceinte? Demanda Evelyne. Le souffle de Chloé s'accéléra. Oui. As-tu vu un médecin indépendant de Julien? Non. Éléonore a pris rendez-vous. Evelyne se redressa. Annule-le. Quoi? Annule-le et prends ton propre rendez-vous. Ne laisse pas Éléonore gérer tes antécédents médicaux. La voix de Chloé trembla. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'elle a essayé de déménager mes affaires alors que j'étais encore vivante. Je ne lui fais pas confiance avec un bébé qui n'est pas encore né. Chloé recommença à pleurer, mais doucement. Je pensais qu'il m'aimait. Il voulait le rôle que tu jouais. Et Julien? Evelyne regarda par la fenêtre sombre où son reflet était assis par terre à côté du voile d'une femme décédée. Julien aime qu'on le croie. La ligne devint silencieuse. Chloé murmura, qu'est-ce que je suis censé faire? Prends ton propre avocat. Je ne peux pas me permettre un bon. Je t'enverrai 3 noms. Ils ne travaillent pas pour moi. Choisis-en un ou trouvant un autre. Pourquoi m'aiderais-tu? Evelyne traça un doigt le long du bord déchiré de l'emballage du voile. Je ne t'aide pas à éviter les conséquences. J'aide à faire en sorte que ton enfant n'en devienne pas une. Chloé laissa échapper un son unique et brisé. Pas de performance là-dedans. J'étais jalouse de toi, dit-elle. Evelyne rit doucement, mais sans humour. Tu avais une étrange façon de montrer de l'admiration. Tu semblais toujours intouchable. La maison, les vêtements, la façon dont les gens écoutaient quand tu parlais. Même quand tu étais silencieuse, tu faisais en sorte que les pièces se sentent obligées de bien se comporter. Je voulais ça. Julien m'a fait sentir que je pouvais l'avoir s'il me choisissait. Un homme ne peut pas te choisir dans une vie qui ne lui appartient pas. Chloé ne répondit pas. La voix d'Evelyne, douce malgré elle. Chloé, toi et moi ne sommes plus amis. Un petit son s'échappa du haut-parleur. Mais j'espère que tu deviendras une mère en qui ton enfant pourra avoir confiance. Chloé pleura plus fort alors. Puis Evelyne mit fin à l'appel. Elle resta assise un moment, écoutant la maison respirer autour d'elle. Puis elle plia le voile dans du papier neuf, le remit dans le coffre en cèdre et le verrouilla. L'histoire a déferlé sur Internet le matin même. Elle a commencé par une photo floue d'une invitée. Evelyne debout sur le sentier du jardin avec sa valise alors que Julien et Chloé étaient figés à l'hôtel. La légende disait, imaginez rentrer chez vous plus tôt et trouver votre fiancé épousant votre meilleur ami dans votre propre jardin. À midi, l'image s'était répandue sur les comptes de potins, les forums d'affaires et les pages de désastres de mariage. À 14 heures, quelqu'un a identifié Julien Lefebvre. À 15 heures, les investisseurs du groupe hôtelier Lefebvre appelaient Cyprien. À 16 heures, la nièce d'Éléonore a posté et supprimé un commentaire affirmant qu'Evelyne était une ex instable qui avait abandonné Julien et refusé de le laisser passer à autre chose. La directrice de communication d'Evelyne, Claire Morin, a appelé à 16h15.
Nous pouvons ignorer les potins personnels, mais pas l'angle des investisseurs, dit Claire. Evelyne était assise dans sa bibliothèque restaurée, maintenant débarrassée de la poussière de maquillage de Chloé. Quel est le récit actuel? Fiancée et conduite qui gâche le mariage, mariée enceinte, drame de riche, approbation falsifiée possible. Les gens adorent le détail du voile. Ne mentionnez pas le voile sauf si nous y sommes obligés. Compris. La version de Julien prépare une déclaration disant que la relation était terminée en privé. La maison était partagée. Vous étiez consciente de la séparation émotionnelle. Et l'événement était prévu comme une petite cérémonie avant que les formalités légales ne soient réglées. 200 invités, c'est petit? Apparemment, le chagrin a une liste d'invités flexible. Evelyne faillit sourire. Claire continua. Nous devrions publier quelque chose de court. Rédigez-le. 1 heure plus tard, la déclaration fut publiée. Mademoiselle Evelyne Dubois n'a autorisé aucune dépense d'événement de mariage, utilisation de signature, conversion de propriété ou déménagement d'effets personnels au domaine de Pierreval. Tous les registres pertinents ont été conservés. Parce qu'un enfant à naître peut être affecté par des affaires privées en cours, Mademoiselle Dubois ne fera aucun commentaire sur les allégations personnelles. Des examens juridiques et financiers sont en cours. L'expression « enfant à naître » changea le ton. Cela ne fit pas paraître Evelyne douce. Cela fit paraître Julien imprudent. À 19h, Julien arriva au portail. La sécurité alerta Evelyne. Elle le regarda à la caméra depuis son bureau. Il se tenait sous la pluie, portant le pantalon de la veille et un manteau sombre, les cheveux mouillés, le visage émacié, pas de smoking crème. Pas de marié, pas de mère, pas d'avocat, juste un homme enfermé hors de la maison qu'il avait promise à une autre femme. Dites-lui de s'en aller, dit Inès Castano, assise en face d'Evelyne. Evelyne le regarda appuyer une main sur le portail. Pendant 2 ans, ce portail s'était ouvert automatiquement pour lui. Laissez-le entrer dans le hall principal, dit Evelyne. Pas plus loin. La bouche d'Inès se serra. Je le déconseille, nota TL. Julien entra dans le hall 5 minutes plus tard. Une vitre séparait le bureau de sécurité du hall de réception. Evelyne descendit les escaliers vêtue d'un pull noir et d'un pantalon, les cheveux tirés en arrière. Pas de maquillage, sauf ce que l'épuisement avait laissé sous ses yeux. Julien la regarda comme si la voir lui faisait mal. Tu as changé les codes, dit-il. Oui, mes affaires sont à l'intérieur. Tu recevras une fenêtre d'inventaire demain. Il déglutit. Evelyne, s'il te plaît. Le mot était assez doux pour trouver de vieilles pièces à l'intérieur d'elle. Elle s'arrêta au bas des escaliers, laissant 3 mètres entre eux. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, ne libère pas Cyprien. Je peux régler les frais des fournisseurs. Je peux publier une déclaration. Je peux expliquer. Oui. Non. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, restitue l'argent. Evelyne sentit quelque chose en elle se calmer. Julien, si Cyprien procède sans examen après ce qui s'est passé, cela expose tous les autres investisseurs à un risque de gouvernance. Tu t'entends? Je suis là à supplier et tu parles de gouvernance. Tu supplies pour un financement, il tressaillit. La pluie battait contre la vitre derrière lui. Je t'aimais, dit-il. Je sais, non pas je t'aimais, mais tu m'as fait me sentir comme un invité dans ma propre vie. Le visage d'Evelyne changea. Pas beaucoup, juste assez. Alors, tu as essayé de faire de moi une invitée dans ma propre maison. Il baissa les yeux. Je ne pensais pas que tu rentrerais à la maison. Ce n'est pas une défense. Je sais. Je sais. Il leva les yeux rouges. Je sais que je nous ai détruits. Le Vnoub était déjà brisé. Tu as orchestré des funérailles et invité ma meilleure amie comme mariée. La phrase brisa quelque chose en lui. Il se détourna, couvrant sa bouche d'une main. Un instant, Evelyne vit l'homme qu'elle avait aimé. Pas le menteur, pas le voleur de pièces et de signatures, le rêveur effrayé qui lui avait un jour demandé si elle pensait qu'il pouvait construire quelque chose de beau. Elle lui avait dit oui. Elle n'avait pas su qu'il le construirait avec ses murs. Julien se retourna. Chloé m'a quitté. Evelyne ne réagit pas.
Elle reste avec sa cousine. Éléonore est furieuse. Marc dit que je ne devrais parler à personne, mais je devais te voir. Tu m'as vu. Y a-t-il une version de ça où tu ne me détestes pas? Evelyne considéra la question. Oui, dit-elle, mais aucune où tu gardes l'accès à ma vie. Son visage se froissa. Elle se tourna pour partir. Evelyne. Elle s'arrêta. Cyprien, c'était toujours toi. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle se retourna. Au début, parce que je voulais que tu te sentes soutenu, plus tard. Parce que j'avais peur que tu aimes ce que je te donnais plus que qui j'étais. Hier a répondu à ça. Julien n'eut aucune réponse. Evelyne monta les escaliers avant que la pitié ne devienne un devoir. Éléonore Lefebvre a donné une interview 48 heures plus tard. Elle ne l'a pas appelée une interview. Elle l'a appelée défendre son fils. C'était ainsi qu'Éléonore qualifiait chaque acte de cruauté publique, comme si la maternité transformait les couteaux en boucliers. Elle était assise dans un fauteuil couleur crème à côté d'un vase de lys et a dit à une chroniqueuse mondaine que Julien avait été piégé dans une relation froide et inégale avec une femme riche qui utilisait la propriété et l'argent pour le contrôler. Elle a décrit Chloé comme une jeune future mère douce qui offrait à Julien la chaleur qui lui avait été refusée. Elle a dit qu'Evelyne avait humilié une femme enceinte et détruit un mariage par vengeance. Puis elle a fait l'erreur. Evelyne Dubois n'a jamais compris la famille, a dit Éléonore. Le domaine de Pierreval a peut-être son nom enfoui dans une fiducie, mais Julien a donné une âme à cette maison. Enfoui dans une fiducie. Claire Morin a appelé Evelyne avant que l'article ne finisse de circuler. Elle a confirmé votre propriété. Evelyne a regardé la citation. Elle l'a fait. Elle a aussi ouvert la porte à la correction du récit de la maison partagée. Faites-le. La réponse fut précise. Le domaine de Pierreval est détenu par la fiducie de l'Archemont et n'a jamais été possédé, gagé ou contrôlé par Julien Lefebvre. L'occupation temporaire de Monsieur Lefebvre était permissive et a été révoquée. Les allégations selon lesquelles il détenait des droits de propriété sont fausses. Toute nouvelle fausse déclaration sera traitée légalement. Internet a fait le reste. Les gens ont zoomé sur la pancarte de mariage. Enfin chez eux, est devenue une blague. Puis Cyprien a déposé son avis formel. La libération de financement en attente du groupe hôtelier Lefebvre a été suspendue en attendant un examen de gouvernance, une enquête sur l'utilisation non autorisée de la propriété et la vérification des déclarations des investisseurs. Ce n'était pas des commérages. C'était l'oxygène qui quittait l'entreprise de Julien. Vendredi, 2 membres du conseil d'administration ont demandé une réunion d'urgence. Samedi, le directeur financier a envoyé à Cyprien un message privé offrant sa coopération. Lundi, Marc Thion a démissionné en tant que conseiller personnel de Julien, invoquant des conflits d'intérêts après avoir découvert que son propre cabinet avait été utilisé pour préparer des documents basés sur des déclarations de propriété incomplètes. Evelyne a assisté à la réunion d'urgence par vidéo depuis la bibliothèque de Pierreval. Julien était assis à la table du conseil d'administration du groupe Lefebvre, palmé bien rasé. Son directeur financier, Arthur Duval, était assis à côté de lui avec une pile de dossiers. 2 membres indépendants du conseil sont apparus à l'écran. Thomas Vanier représentait Cyprien. Inès Castano était présente pour le domaine. Thomas a commencé par les faits. Utilisation non autorisée de biens affiliés à l'investisseur pour un événement. Fausse déclaration concernant l'accès à la propriété dans les documents d'investisseurs. Utilisation d'une signature numérique copiée pour l'approbation des fournisseurs. Dépenses d'événements acheminés via Pierreval Événements. Utilisation possible abusive du personnel et des fonds du groupe Lefebvre pour la planification d'un mariage personnel. Julien écoutait la mâchoire serrée. Quand Thomas eut terminé, Julien dit « C'est une vendetta personnelle ». Evelyne s'y attendait. Elle se pencha légèrement vers la caméra. « Si c'était personnel, je t'aurais laissé épouser Chloé et regarder le financement s'effondrer plus tard. C'est préventif. » Un membre du conseil d'administration, Sylvie Michel, regarda Julien. « Vous avez utilisé des images du domaine de Pierreval dans notre proposition d'investisseur sans autorisation formelle. » Julien hésita. Evelyne savait que le domaine a inspiré le concept. La voix de Sylvie se durcit. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Arthur, le directeur financier, s'éclaircit la gorge.
Le dossier de présentation identifie Pierreval comme un domaine fondateur associé phare disponible pour de futurs événements privés. Evelyne regarda Julien. Il ne la regarda pas. Thomas dit, Cyprien n'a jamais approuvé cette représentation. Sylvie ferma les yeux brièvement. Qu'en est-il de l'approbation numérique, demanda le deuxième membre du conseil. Le visage de Julien devint vide. Je croyais avoir une autorisation verbale pour l'utilisation du domaine. Evelyne dit, pour ton mariage avec ma meilleure amie. Silence. Le membre du conseil d'administration fut le premier à détourner le regard. Thomas continua. La position de Cyprien est que la libération reste suspendue à moins que M. Lefebvre ne démissionne de son autorité unilatérale en attendant un examen. L'entreprise corrige les documents d'investisseurs, rembourse les frais non autorisés et se soumet à une surveillance de gouvernance en attente. Julien rit amèrement, alors elle obtient aussi mon entreprise. Evelyne le regarda à travers l'écran. Non, dit-elle. Votre entreprise a une chance de vous survivre. La grossesse de Chloé est devenue publique parce qu'Éléonore l'a divulguée. Pas directement. Éléonore était trop raffinée pour être directe. Elle a permis à une amie de la famille de raconter à une blogueuse mondaine qu'une future mère fragile avait été traumatisée lorsqu'une femme puissante a gâché son mariage. Le message ne nommait pas Chloé, mais ce n'était pas nécessaire. À midi, des inconnus débattaient de son caractère, de son corps, de son enfant à naître et si Evelyne aurait dû attendre après les vœux pour s'y opposer. Chloé appela de nouveau Evelyne. Cette fois, Evelyne répondit depuis la serre. La pluie battait contre le toit de verre. Des vignes de tomates grimpaient le long d'un mur. Son père avait construit la serre pendant la maladie de sa mère parce qu'il croyait que faire pousser des choses était un argument contre le désespoir. La voix de Chloé semblait rauque. C'était Éléonore. Je sais. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Elle m'a dit que les gens devaient comprendre que je n'étais pas juste une aventure. Evelyne toucha une feuille de basilic entre deux doigts. Et maintenant? Maintenant il y a des reporters devant l'immeuble de ma cousine. Evelyne ferma les yeux. Elle détestait ça, non pas parce que Chloé était irréprochable, mais parce qu'Éléonore avait transformé une autre femme en bouclier et ensuite appelé l'impact passion. As-tu de la sécurité, demanda Evelyne. Non. Je t'enverrai un contact. Toi ou ton avocat organisez le paiement avec Julien. N'accepte personne qu'Éléonore envoie. Le souffle de Chloé trembla. Pourquoi continues-tu à faire ça? Parce que les enfants ne devraient pas commencer leur vie comme des relations publiques. Chloé resta silencieuse. Puis elle dit, le médecin a confirmé. 8 semaines. Evelyne fit le calcul. 8 semaines. Julien était dans son lit il y a 6 semaines. L'ancienne douleur tenta de refaire surface. Elle la laissa monter, puis passer. Les faits d'abord, puis les sentiments. Cette règle l'avait sauvée plus souvent que la romance. « Es-tu médicalement en forme ?» demanda-t-elle. « Oui. Ça va. Julien veut parler. C'est entre toi et ton avocat. Il dit qu'il m'aime. » Evelyne regarda la pluie couler sur la vitre de la serre. Il pourrait même le croire quand il le dit. Chloé fit un petit bruit. Ce n'est pas un réconfort. Ce n'était pas censé l'être. L'appel se termina sans pardon, sans amitié, sans clôture dramatique, juste un contact de sécurité, 2 références légales et l'étrange dignité de ne pas laisser un enfant à naître devenir un dommage collatéral. Cette nuit-là, Evelyne rentra chez elle et trouva Benoît l'attendant dans le foyer. « Nous avons localisé les boîtes manquantes de votre bureau, dit-il. Où? Dans l'unité de garage. Certains des fichiers étaient ouverts. Evelyne se figea. Quel fichier? Benoît lui tendit une liste. Brouillon de fiches de conditions du fonds Cyprien. Carte de propriété de la fiducie de l'Archemont. Document de licence d'événement du domaine. Police d'assurance du domaine. Correspondance de la fiducie de votre père. Evelyne lut la liste 2 fois. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une découverte. Qui a accédé au garage, demanda-t-elle. Le visage de Benoît était sombre. Julien, Éléonore et Marc à 3 dates différentes. Chloé une fois, mais seulement avec Éléonore. Evelyne regarda dans le couloir où le portrait de ses parents avait été raccroché.
Récupérez les images de sécurité. Déjà fait. Envoyez-les à Inès. Fait. Elle sourit presque à son efficacité silencieuse. Puis Benoît dit, il y a autre chose. Il lui tendit un classeur retrouvé dans le garage. À l'intérieur se trouvait un projet d'accord intitulé « Mémorandum de partenariat pour les événements du domaine de Pierreval », préparé pour le groupe hôtelier Lefebvre. Représentant du propriétaire, Julien Lefebvre. Evelyne lut la première page. Le document proposait de transformer le domaine de Pierreval en le premier lieu pour le portefeuille de retraite privée et de mariage du groupe Lefebvre. Il décrivait Evelyne comme une bénéficiaire de fiducie passive dont le consentement serait obtenu après le lancement du projet. Après le lancement du projet, Julien n'avait pas seulement prévu d'épouser Chloé dans son jardin. Il avait prévu de faire de sa maison le premier actif de sa marque. Evelyne ne dormit pas après avoir trouvé le mémorandum de partenariat. Elle resta assise dans le bureau de son père jusqu'à l'aube, lisant chaque page. Julien avait l'intention d'annoncer la collection Pierreval lors de la réception de mariage. Les investisseurs verraient la maison en mode événementiel complet. Les invités comprenaient 2 rédacteurs de lifestyle, 3 financiers de l'hôtellerie et un directeur d'un groupe hôtelier international. Le mariage n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était un événement de lancement. La mariée était enceinte. Le fiancé officiel était à l'étranger. Le domaine était prêt. Les invités étaient témoins d'une histoire que Julien espérait concrétiser, enfin chez eux. Ce n'était pas de la romance, c'était du positionnement de marque. Evelyne ferma le classeur à 6h15. À 7h, elle était au téléphone avec Thomas Vanier. À 8h, l'examen de gouvernance avait été étendu pour inclure une tentative de représentation d'actifs non autorisés. À 9h, Inès Castano rédigea une injonction de cesser et de s'abstenir, empêchant le groupe Lefebvre d'utiliser toute imagerie, éléments architecturaux, conception du domaine ou référence à la propriété de Pierreval. À 10h, Evelyne appela une autre personne, Léon Ferret. Léon était le PDG des hôtels Ferret, le plus grand concurrent du groupe Lefebvre et l'homme que Julien détestait le plus dans l'industrie. Il avait 41 ans, était vif, patient et largement décrit comme impitoyable par les hommes qui n'aimaient pas perdre face à quelqu'un qui lisait les contrats. Il avait poursuivi le domaine de Pierreval pendant des années comme source d'inspiration pour un fonds hôtelier basé sur la préservation. Evelyne avait toujours refusé parce qu'elle ne voulait pas que sa maison devienne une marque. Maintenant, elle ne voulait pas que l'entreprise de Julien soit récompensée pour avoir essayé. Léon répondit immédiatement. Evelyne Dubois, dit-il, à quoi dois-je ce plaisir? Êtes-vous toujours intéressé par les actifs hôteliers des domaines patrimoniaux? Une pause, puis sa voix changea. Oui, pas le domaine de Pierreval, je suppose, mais peut-être un portefeuille sous des règles de préservation strictes, une gouvernance indépendante et aucune utilisation de résidence familiale privée sans consentement. Ça semble très précis. Ça l'est. Cela implique-t-il Julien Lefebvre? Evelyne regarda le mémorandum de partenariat. Malheureusement. Léon resta silencieux pendant 2 secondes. J'ai lu les potins. Je les effacerai de mon esprit et me préparerai pour les documents. Il rit doucement. Je t'ai toujours apprécié. Ce n'est pas pertinent. Ça l'est rarement. En 48 heures, les hôtels Ferret soumirent une proposition conditionnelle d'acquisition des actifs viables du groupe Lefebvre. Si Cyprien décidait de faire appliquer ses droits de gouvernance après la violation, l'offre maintenait les contrats du personnel, payait les fournisseurs et retirait à Julien tout contrôle opérationnel. Elle excluait également toute réclamation sur le domaine de Pierreval. Lorsque Julien reçut la feuille de conditions, il revint au portail. Cette fois, Evelyne ne le laissa pas entrer. Il l'appela de l'autre côté, sa voix rauque. Tu vends mon entreprise à Léon Ferret? Evelyne se tenait à la fenêtre de l'étage, le regardant à travers la vitre striée de pluie. Cyprien examine les options. C'est mon rival. Il est solvable. Tu as planifié ça depuis le début. Non, Julien, tu as planifié un mariage dans mon jardin. J'ai répondu. Il leva les yeux, trouva sa silhouette à la fenêtre et cria, tu ne peux pas juste m'effacer. Elle le regarda derrière la vitre. Il fut un temps où elle serait descendue, aurait ouvert la porte, lui aurait apporté des serviettes, aurait écouté jusqu'à ce que sa panique devienne sa responsabilité. Maintenant, elle resta immobile. Je ne t'efface pas,
dit-elle au téléphone. Je te sépare des biens que tu as essayé de voler. Il baissa la tête un instant, même sous la pluie. Elle pouvait voir ses épaules trembler. Peut-être de colère, peut-être de chagrin, peut-être de la compréhension que la maison ne lui avait jamais appartenu juste parce qu'une femme l'avait aimée à l'intérieur. L'audition du conseil d'administration du groupe hôtelier Lefebvre eut lieu dans une salle de conférence vitrée de l'avenue du Parc. Evelyne y assista en personne parce que certaines pièces exigeaient le corps, pas seulement la signature. Elle portait un tailleur blanc et les boucles d'oreilles de perles de sa mère. Pas le voile, jamais le voile. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son visage était calme. Sur la table devant elle reposait le mémorandum de partenariat pour les événements du domaine de Pierreval, l'approbation du fournisseur falsifié, le dossier de présentation aux investisseurs, les journaux de sécurité du garage et les photographies du mariage interrompu. Julien arriva en retard. Il semblait épuisé. Son charme s'était usé jusqu'à devenir cassant. Éléonore le suivit bien qu'elle n'ait aucun rôle au conseil. Chloé n'était pas présente. Marc avait été remplacé par un avocat contentieux nommé David Tran, qui avait l'air assez compétent pour être malheureux. Sylvie Michel ouvrit la réunion. Nous allons examiner les allégations relatives à l'utilisation non autorisée de la propriété, aux fausses déclarations aux investisseurs et à la conduite de l'exécutif. Éléonore parla avant que Julien ne puisse le faire. Cette réunion est une honte. Julien a construit cette entreprise à partir de rien pendant qu'Evelyne était assise sur une richesse héritée, et maintenant elle veut le punir d'avoir trouvé le bonheur. Sylvie la regarda. Madame Lefebvre, vous êtes ici en tant qu'observatrice. Parlez de nouveau sans y être invitée et vous serez renvoyée. Éléonore rougit. Evelyne apprécia Sylvie à ce moment-là. Thomas Vanier présenta les preuves. Il ne dramatisa pas le mariage. Il n'en avait pas besoin. Les documents étaient suffisamment théâtraux. Dossier de présentation aux investisseurs. Domaine de Pierreval comme prototype de propriété patrimoniale. Mémorandum de partenariat. Consentement du propriétaire à obtenir après le lancement. Autorisation du fournisseur. Signature numérique copiée d'une approbation antérieure du domaine. Acheminement du paiement. Compte Pierreval événement utilisé sans l'autorisation d'Evelyne. Image de sécurité. Julien et Éléonore accédant au dossier d'Evelyne. Courriel de Julien à Marc. Une fois que les investisseurs verront l'installation du mariage, Evelyne devra formaliser. Il est plus facile de demander pardon quand le concept est déjà en mouvement. Ce courriel fit taire la pièce. Julien ferma les yeux. Éléonore murmura. Oh, Julien. Chloé avait été une trahison. L'email était une confession. Sylvie semblait physiquement malade. Vous avez prévu de forcer un partenariat d'actifs après avoir organisé l'événement? L'avocat de Julien se pencha en avant. Mon client conteste l'interprétation. Sylvie frappa légèrement la table d'une main. C'est par écrit. Julien ouvrit les yeux. Il allèrent d'abord vers Evelyne, pas vers le conseil. J'étais désespéré, dit-il. Evelyne ne répondit pas. Il continua, sa voix rauque. L'entreprise avait besoin du concept du domaine. Les investisseurs adoraient Pierreval. Tu n'arrêtais pas de dire non. Je ne soutenais pas mon entreprise de toutes les manières, sauf celle qui la rendrait réelle. Parce que Pierreval est ma maison, dit Evelyne. Ça aurait pu être plus. C'était déjà plus. Cela l'arrêta. Pendant une seconde, elle le vit saisir ce qu'il n'avait pas compris auparavant. Plus n'était pas toujours une expansion. Parfois, plus était un petit déjeuner tranquille dans la cuisine, un jardin planté par une fille en deuil, une bibliothèque où l'on faisait suffisamment confiance à un homme pour qu'il lise un foyer qui n'était pas transformé en inventaire. Mais la compréhension arriva trop tard pour annuler le courriel. Cyprien invoqua ses droits. Julien fut suspendu de son poste de PDG en attendant un examen. L'entreprise accepta un processus de restructuration conditionnelle. Les hôtels Ferré entrèrent en négociation pour acquérir les actifs viables, préservant les contrats des employés. Les frais non autorisés seraient remboursés. Les références à Pierreval seraient supprimées de tous les documents. Les capitaux propres de Julien seraient soumis à une clause de restitution si la mauvaise conduite causait des dommages. Éléonore se leva. Vous ne pouvez pas la laisser faire ça.
Sylvie la regarda. C'est votre fils qui a fait ça. Éléonore regarda autour de la table et ne trouva ni air, ni empire, ni endroit doux pour son indignation. Julien resta assis. Lorsque la réunion fut terminée, il s'approcha d'Evelyne dans le couloir. « Chloé attend le bébé, dit-il. Evelyne le regarda. C'est sa décision. Je sais. Tu sais, il hocha la tête, lentement et vaincu. J'arrange le soutien par l'intermédiaire d'avocats. Bien. Elle ne me parlera qu'à travers son avocat. Bien aussi. Il laissa échapper un rire fatigué et brisé. Tu as appris à tout le monde les limites. Non, tu nous as appris pourquoi nous en avions besoin. La phrase blessa. Elle le vit. Elle ne la retira pas. Il jeta un coup d'œil aux boucles d'oreilles de perles. Celle de ta mère. Oui. Je suis désolé pour le voile. Pour la première fois de la journée, le visage d'Evelyne bougea. Une brève et vive douleur. Julien le vit et eut honte d'une manière qui semblait plus profonde que la peur. C'était Chloé, dit-il, puis s'arrêta. Non, c'était nous tous. Evelyne hocha la tête une fois. C'était la chose la plus proche de la vérité qu'il ait dite. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour restaurer quoi que ce soit. La dernière attaque publique d'Éléonore eut lieu lors du genre de déjeuner caritatif où les femmes portent des couleurs douces et disent des choses brutales sur du saumon poché. L'événement se tenait dans un club de campagne à Greenwich, avec des nappes blanches, des orchidées pâles et des baies vitrées donnant sur une ville qui avait financé plus de trahisons qu'elle n'en avouerait jamais. Éléonore était de nouveau vêtue de lavande. Evelyne se demanda plus tard si la couleur était délibérée, un costume de maternité douce porté par une femme qui traitait les maisons des autres comme un inventaire disponible. Chloé n'était pas là. C'était le but. Éléonore prit le micro après le dessert, sous le prétexte de remercier les donateurs pour leur soutien aux jeunes mères. Sa voix trembla d'abord, juste assez pour susciter la sympathie avant que les faits n'arrivent pour la compliquer. J'ai vu quelqu'un de cher à ma famille souffrir publiquement ces dernières semaines, dit-elle. Une jeune future mère effrayée et seule a été humiliée devant des invités parce qu'une femme riche ne pouvait supporter d'être quittée. Plusieurs têtes se penchèrent. Des téléphones apparurent sous les tables. Éléonore continua, nous parlons souvent de l'émancipation des femmes, mais l'émancipation ne devrait pas signifier utiliser l'argent, la propriété et la pression des entreprises pour punir un homme d'avoir choisi l'amour et un enfant. Au moment où Claire Morin transmit la première vidéo à Evelyne, l'expression « choisir l'amour et un enfant » était déjà tendance. Evelyne regarda la vidéo une fois dans sa cuisine. Benoît se tenait près de l'îlot avec un classeur d'inventaire du domaine réparé. Non, quelque chose de plus fort, des preuves. Il posa le classeur à côté d'elle. En moins d'une heure, l'équipe d'Evelyne avait l'enregistrement complet du déjeuner. En 2 heures, l'avocat de Chloé appela Inès Castano. Chloé voulait répondre. Evelyne écouta en haut-parleur depuis la bibliothèque pendant qu'Inès traitait le langage juridique. La voix de Chloé semblait plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Éléonore ne peut pas utiliser mon bébé après ce qu'elle a fait. Inès demanda, qu'a-t-elle fait exactement? Chloé prit une inspiration tremblante. Elle m'a dit que le mariage devait avoir lieu avant le retour d'Evelyne parce que des hommes comme Julien se sentent confus lorsque d'anciennes obligations se mettent en travers des nouvelles familles. Elle a dit que si j'attendais, Evelyne utiliserait son argent pour prendre mon fils. Elle a dit que Pierreval serait à moi si je prouvais que j'y étais à ma place. Evelyne ferma les yeux. Chloé continua. Elle m'a donné le voile. La pièce devint silencieuse. Le stylo d'Inès s'arrêta. Éléonore te l'a donné? Oui. J'ai demandé si Evelyne s'en soucierait. Éléonore a dit qu'Evelyne n'avait aucune utilité pour les choses de mariée. Elle a dit que les femmes mortes ne devraient pas avoir le droit de contrôler le bonheur des vivants. Pendant plusieurs secondes, Evelyne n'entendit rien. Ni le radiateur. Ni le bruit lointain du personnel dans le couloir. Ni la respiration contrôlée d'Inès. Les femmes mortes ne devraient pas avoir le droit de contrôler le bonheur des vivants. Sa mère réduite à un obstacle dans une esthétique volée. Benoît détourna le regard, la mâchoire serrée. La voix d'Inès devint froide. Chloé, es-tu prête à signer une déclaration? Oui. Et à fournir des messages? Oui.
Je les ai gardés après qu'Evelyne m'ait dit de prendre mon propre avocat. Evelyne ouvrit les yeux. C'était pourquoi elle avait répondu à l'appel de minuit. Non pas pour absoudre Chloé, non pas pour être si gracieuse que des inconnus l'applaudiraient, mais parce que des gens effrayés avec des dossiers pouvaient empêcher des gens puissants de réécrire les pièces. Dans l'après-midi, la déclaration de Chloé fut publiée. Elle ne demandait pas la pitié. Elle n'excusait pas l'affaire. Elle admettait la faute, confirmait le rôle d'Éléonore et déclarait clairement qu'Evelyne avait été la seule personne à lui conseiller de chercher un soutien médical et juridique indépendant. Le dernier paragraphe changea tout. J'ai profondément blessé Evelyne Dubois. Je ne peux pas réparer cela. Mais Éléonore Lefebvre ne me protège pas, ni mon enfant, en nous utilisant dans des déclarations publiques. Elle a encouragé un mariage sur une propriété qui n'appartenait pas à Julien. Elle m'a donné un voile qui appartenait à la défunte mère d'Evelyne et m'a dit que c'était ainsi que je deviendrais la vraie maîtresse de maison. Je comprends maintenant qu'un foyer ne peut être construit en humiliant la femme à qui il appartient. La vidéo d'Éléonore au déjeuner commença à pourrir sous le poids de la déclaration de Chloé. Les journalistes qui avaient qualifié Evelyne de froide se demandaient maintenant pourquoi Éléonore s'était immiscée dans des affaires de propriété et de grossesse. Des donateurs à l'association caritative maternelle d'Éléonore demandèrent des documents de gouvernance. 2 membres du conseil d'administration de cette association démissionnèrent le matin même. Éléonore appela Julien en premier. Julien ne répondit pas. Puis elle appela Evelyne. Evelyne laissa le message sur le répondeur. La voix d'Éléonore revint plus tard, dépouillée de toute douceur. « Tu l'as monté contre moi. » Evelyne enregistra le message et le transmit à Inès. Puis elle se rendit dans la salle de couture, ouvrit le coffre en cèdre et vérifia le voile. Il gisait tranquillement dans son papier. Abîmé mais en sécurité. Les femmes mortes, chuchota Evelyne, pensant à sa mère riant sous l'arche du jardin, méritent toujours le respect. La maison sembla être d'accord. L'entreprise de Julien ne connut pas un effondrement spectaculaire. Elle fut démantelée dans des salles de conférence, ce qui était moins cinématographique et plus dévastateur. L'effondrement permettait à un homme de blâmer le destin. L'examen forçait tout le monde à lire ce qu'il avait fait. L'enquête indépendante dura 6 semaines. Elle révéla une mauvaise utilisation du temps du personnel, des fausses déclarations non autorisées aux investisseurs, un accès inapproprié au dossier de Pierreval. Une conduite personnelle non divulguée affectant la gouvernance d'entreprise et un modèle de décision prise pour faire pression sur Evelyne afin de convertir une propriété privée en un actif commercial. Elle révéla également quelque chose qu'Evelyne n'avait pas prévu. Julien avait promis à Éléonore un poste de consultante sur la collection Pierreval. L'email était direct. Une fois qu'Evelyne verra la presse et le buzz des investisseurs, elle formalisera. Maman peut gérer l'expérience client. Chloé est bien sur les photos pour la marque familiale. Nous devons faire en sorte que l'histoire paraisse inévitable. Evelyne lut l'email au bureau d'Inès alors que la pluie ruisselait sur la vitre. Nous devons faire en sorte que l'histoire paraisse inévitable. Elle pensa à chaque chaise sur la pelouse, à chaque fleur, à chaque invité, à chaque affirmation chuchotée selon laquelle elle était absente, froide, passée, déjà exclue de l'avenir. Elle n'avait pas seulement été trahie. Elle avait été mise en scène pour l'inévitable. Inès la regarda attentivement. Besoin d'une minute. Non. C'était une question humaine, pas juridique. Evelyne leva les yeux. L'expression de son avocate était plus gentille que d'habitude, ce qui faillit la défaire. Alors oui, dit Evelyne, ferma le dossier et attendit. Evelyne marcha vers la fenêtre. En dessous, des taxis se déplaçaient sous la pluie argentée. Des gens traversaient les rues sous des parapluies, chacun portant des désastres privés que la ville ne s'arrêtait pas de reconnaître. Il savait que je détestais être forcé en public. Evelyne ne dit rien. Mon père disait que la pression révèle la propriété. Si quelqu'un doit vous acculer pour obtenir un oui, il connaît déjà la réponse, non. Un homme intelligent. Votre père. Evelyne faillit sourire. Une base légale? Non. Sur les opinions des pères morts. Lors de la dernière audience du groupe hôtelier Lefebvre, Léon Ferret était présent en tant qu'acheteur potentiel. Julien était assis en face de lui, ressemblant à un homme contraint de regarder son rival inspecter les os de son rêve. Éléonore n'était pas autorisée à entrer. Elle attendait dans le hall, se plaignant à quiconque était assez fou pour s'arrêter.
Sylvie Michel présenta les conclusions de l'enquête. Julien ne contesta pas la plupart d'entre elles. Son avocat tenta de présenter sa conduite comme un excès de pouvoir de fondateur pendant une période de stress émotionnel. Sylvie répondit qu'un excès de pouvoir de fondateur signifiait généralement des dépenses ou des embauches non autorisées, et non la transformation de la maison d'un investisseur en un événement de lancement fondé sur un mariage pendant que l'investisseur était à l'étranger. Léon dit très peu. Lorsqu'on lui demanda si les hôtels Ferré conserveraient les emplois, il répondit oui. Lorsqu'on lui demanda si Julien aurait un rôle opérationnel, il répondit non. Lorsqu'on lui demanda si le domaine de Pierreval serait mentionné dans de futurs documents de marque, il regarda directement Evelyne. Jamais, dit-il. Le conseil vota pour accepter la restructuration et la vente des actifs principaux. Julien perdit le contrôle non pas parce qu'Evelyne cria plus fort, mais parce que ses propres documents parlaient clairement. Après le vote, Éléonore se fraya un chemin hors de la réception et dans le couloir. « Julien !» cria-t-elle comme si la pièce l'avait assassiné. Il se tenait près de la fenêtre, le visage pâle. Éléonore se tourna vers Evelyne. « Es-tu satisfaite ?» Tout le monde l'entendit. Evelyne la regarda. « Non, dit-elle. La satisfaction exigerait que cela ait été moins laid. » Les yeux d'Éléonore brillèrent de rage. « Tu as détruit mon fils. » Julien parla avant qu'Evelyne ne puisse le faire. « Mère. » Éléonore se retourna. « Ne la défends pas. » Julien semblait épuisé, mais sa voix était assez ferme pour arrêter le couloir. « Elle n'a pas écrit les emails. » Éléonore se figea. « Elle n'a pas falsifié la signature, continua-t-il. Elle n'a pas déplacé ses propres affaires. Elle n'a pas mis ce voile sur Chloé. Elle ne m'a pas forcé à utiliser Pierreval dans le pitch. Tu étais sous pression. J'étais avide. » Le mot atterrit plus durement parce qu'il venait de lui. Éléonore secoua la tête. Non. Oui. Tu aimais cette maison. Julien regarda Evelyne. J'aimais ce que je pensais que la maison faisait de moi. Pendant une seconde, Evelyne regarda Éléonore essayer de rejeter la phrase et échouer. Son fils était sorti de l'histoire qu'elle avait construite pour lui, et il n'y avait pas de moyen élégant de le ramener devant des témoins. Julien se tourna vers Evelyne. Je signerai l'accord de remboursement, elle hocha la tête une fois. Bien. Et la déclaration? Bien. Éléonore murmura, Julien. Mais il ne la regarda plus. C'était la première chose adulte qu'Evelyne l'avait vu faire depuis des mois. La déclaration de règlement fut publiée le lendemain. Julien Lefebvre a accepté la responsabilité de l'utilisation non autorisée d'images, de ressources événementielles et de documents d'approbation du domaine de Pierreval. Il s'est excusé auprès d'Evelyne Dubois, Chloé Moreau, des employés du groupe hôtelier Lefebvre et des investisseurs affectés par sa conduite. Il a confirmé que le domaine de Pierreval n'avait jamais été détenu ou contrôlé par lui. Il a confirmé qu'Evelyne n'avait pas autorisé le mariage ou le concept commercial. Il a accepté de rembourser les coûts, de coopérer à la restructuration et de s'abstenir de tout contact public. Cela n'a rien réparé, mais cela a retiré le mensonge de la pièce. Evelyne l'a lu au petit déjeuner, son café refroidissant à côté d'elle. Tante Mathilde a appelé à 9h. J'ai vu la déclaration, dit sa tante. Bonjour à toi aussi. Ne sois pas sarcastique avec tes aînés. Ça ternit ma supériorité morale. Evelyne sourit malgré elle. Qu'en penses-tu? Je pense que les hommes découvrent la responsabilité lorsque toutes les issues sont bloquées. C'est dur. C'est exact. Evelyne regarda par la fenêtre de la cuisine le jardin. Il dégageait l'arche ce matin-là, enlevant les derniers fils de fleuristes de mariage de son fer forgé. La voix de Mathilde s'adoucit. Comment vas-tu? Vraiment? La question atterrit différemment des autres. Elle n'était ni stratégique ni juridique. Elle ne demandait pas si elle avait gagné, juste, comment vas-tu, mon enfant, sous toute cette compétence? Evelyne tint sa tasse à deux mains. J'ai l'impression que ma maison a survécu avant moi, dit-elle. Mathilde resta silencieuse un instant. Alors laisse-la te tenir jusqu'à ce que tu te rattrapes. Evelyne ferma les yeux. Ta mère disait que les maisons se souviennent comment nous aimer quand les gens oublient, ajouta Mathilde. C'était ça.
Evelyne pleura à la table de la cuisine pendant que sa tante restait au téléphone, ne disant rien du tout. Pas de conseils, pas de fureur, pas de précipitation, juste un silence qui n'exigeait pas de performance. Ensuite, Evelyne se lava le visage, se rendit dans le jardin et se tint sous l'arche pendant que le restaurateur retirait le dernier ruban blanc du fer forgé. « Voulez-vous garder quelque chose de ça ?» demanda-t-il. Elle regarda le ruban dans sa main. Un instant, elle vit le voile de Chloé, le smoking crème de Julien, la robe lavande d'Éléonore, les invités se tournant pour regarder. « Non, dit-elle. » Le ruban finit dans un sac poubelle noir. Ce doux bruit final était meilleur que des applaudissements. Chloé donna naissance 7 mois plus tard pendant une tempête de neige. Evelyne l'apprit par un message de l'avocat de Chloé, et non directement de Chloé. Cette limite avait été soigneusement négociée. Les mises à jour sur l'enfant pouvaient être partagées une fois sans attente de relation. Fille en bonne santé, mère stable. Non, Lucie Moreau. Evelyne lut le message dans la bibliothèque alors que les premiers documents de planification de la fondation étaient ouverts devant elle. Elle avait passé la matinée à concevoir un programme de retraite sur la littératie financière, les droits de propriété, la préservation des preuves et la récupération émotionnelle après des relations coercitives. Les sujets semblaient cliniques. Ils ne l'étaient pas. C'était la survie traduite en un programme. Elle répondit par l'intermédiaire d'Inès, leur souhaitant à toutes deux santé et sécurité. Rien de plus. Cette nuit-là, Chloé envoya une note manuscrite séparée, livrée par l'intermédiaire de son avocat 3 semaines plus tard. Evelyne ne l'ouvrit qu'après qu'Inès l'eut scannée. L'écriture était soignée, presque comme celle d'une écolière. Evelyne, je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je n'y ai pas droit. Lucie est là. Elle a les cheveux noirs et des yeux très sérieux. Quand je l'ai tenue, j'ai compris pour la première fois à quel point c'était obscène que je me tienne dans ton jardin en pensant qu'une maison, un voile et un homme pouvaient me rendre réel. Je lui dirai la vérité quand elle sera assez grande. Pas les détails qui blessent sans raison, mais la vérité que j'ai blessé une autre femme parce que je voulais une vie que je n'avais pas construite. J'espère qu'elle ne confondra jamais être choisie et être digne. Merci de m'avoir dit de prendre mon propre médecin, Chloé. Evelyne plia la lettre. Elle resta assise avec elle pendant longtemps. Puis elle la rangea dans le tiroir avec l'annonce de naissance. Pas d'amitié, pas de pardon, un enregistrement, différent des dossiers juridiques, mais un enregistrement néanmoins. Preuve que les gens pouvaient devenir plus honnêtes après avoir fait du mal, même si l'honnêteté n'effaçait pas le mal. La Fondation Monseigneur, elle avait gardé le nom de sa mère pour elle, commença comme une feuille de calcul. Evelyne aimait ça. D'autres aimaient les histoires d'origine avec des révélations et des visions et des serments dramatiques. Evelyne préférait les lignes, les dates, les budgets prévisionnels, les structures juridiques, les besoins en personnel, les exigences d'assurance, les plans de programme, les protocoles d'urgence et les restrictions des donateurs. Une chose construite pour protéger les femmes avait besoin de moins de poésie au début et de plus de couverture de responsabilité. Elle engagea des experts avant d'annoncer quoi que ce soit. Inès Castano conçut les cliniques juridiques. Une femme nommée Laura Davis bâtit les ateliers sur la contrainte financière. Claire Morin créa des formations en communication pour les femmes confrontées à des attaques de réputation. Benoît aida à convertir l'aile ouest de Pierreval en chambre d'hôte qui se verrouillait de l'intérieur et s'ouvrait facilement du couloir en cas d'urgence. Il insista sur les 2 sécurités, dit-il, ne devait jamais créer une autre cage. Evelyne examina chaque pièce elle-même. Pas de portrait de famille dans les espaces d'invités. Pas de miroir face au lit. Pas de chaise positionnée dos aux portes. Pas de formulaire d'admission qui demandait aux femmes de résumer leur traumatisme avant d'avoir pris une tasse de thé. Lorsque Léon Ferré offrit une importante donation des hôtels Ferré après son acquisition des actifs du groupe Lefebvre, Evelyne accepta seulement après avoir ajouté une restriction. Pas de marque corporative, pas de droit de dénomination, pas de discours sur la compassion corporative. Léon signa sans se plaindre. « Vous êtes très strict, dit-il lors de la réunion de signature. »« Oui. » Je ne le disais pas comme une critique. Je ne l'ai pas pris comme tel. Il sourit. Bien. Elle aimait Léon parce qu'il ne confondait pas un nom avec une attaque. C'était une qualité plus rare que la richesse. La première retraite accepta 12 femmes. Evelyne lut les candidatures tard dans la nuit, non pas pour juger la douleur,
mais pour s'assurer que la fondation pouvait gérer la complexité qu'elle invitait chez elle. Il y avait une chirurgienne dont le mari contrôlait ses comptes bancaires. Une enseignante dont le fiancé ouvrait des cartes de crédit en son nom. Une gérante d'hôtel dont le petit ami menaçait de divulguer des photos privées si elle le quittait. Une mère de 2 enfants dont les beaux-parents avaient caché son passeport. Evelyne était assise dans la bibliothèque avec les candidatures étalées devant elle et pensa aux chaises de mariage sur la pelouse. Un instant, l'ancienne colère revint. Puis elle changea de forme. La colère, si on lui donne une tâche, peut devenir architecture. C'était le début de la fondation. La première retraite faillit échouer à cause de muffins. Le traiteur livra des muffins aux myrtilles faits avec de la farine d'amande malgré 3 notes d'allergie. Benoît le remarqua avant le petit déjeuner. Il appela le fournisseur d'une voix si froide qu'Evelyne pouvait presque entendre le givre se former au téléphone et se rendit lui-même en ville pour les remplacer par des produits sûrs. Les femmes arrivèrent pendant son absence. Evelyne les rencontra dans le foyer. Pas de caméra, pas de discours, pas de présentoir de donateur. Elle portait un pull bleu marine, un pantalon noir et des chaussures plates. La maison sentait le café, le cirage au citron et la pluie. Au début, les femmes étaient prudentes, complimentant trop la maison, s'excusant pour leur bagage. Elles demandèrent si elles étaient autorisées dans la bibliothèque. Une femme resta debout dans l'embrasure de sa chambre pendant plusieurs minutes avant d'entrer. Evelyne reconnut la posture. Les personnes qui avaient été punies pour prendre de la place demandaient souvent la permission aux meubles. Tout ici est à utiliser, leur dit-elle au déjeuner. Si une porte est fermée, frappez. Si elle est ouverte, entrez. Si vous avez besoin de calme, prenez-le. Si vous avez besoin d'aide, demandez à quiconque porte un badge vert. Une femme nommée Nora leva à moitié la main, puis la baissa. Evelyne sourit légèrement. Vous pouvez demander pourquoi vert. Pourquoi vert? Parce que le rouge semblait trop dramatique. La table rit doucement d'abord, puis avec soulagement. Le soir, la maison sonnait différemment. Non pas guérie. La guérison n'arrivait pas avant le dîner comme un invité efficace, mais moins sur ses gardes. Quelques femmes étaient assises dans la bibliothèque, comparant des notes sur des comptes bancaires séparés. 2 se promenaient dans le jardin. Une pleurait dans le garde-manger tandis que Laura Davis était assise par terre à côté d'elle et expliquait comment bloquer son crédit. Evelyne regardait depuis la terrasse. Benoît la rejoignit. Muffin mis à part. Pas mal. Vous nous avez sauvés d'un procès lié aux amendes. Une journée de fierté. Ils regardèrent l'arche du jardin. Elle avait été enveloppée de petites lanternes pour la session du soir. Benoît dit, vos parents aimeraient ça. Evelyne hocha la tête. Cette fois, la pensée ne fit pas autant mal. La dernière nuit de la retraite, Nora posa la question autour de laquelle toutes les autres avaient tourné. Comment n'avez-vous pas craqué quand vous les avez vus? Elles étaient assises sous l'arche du jardin, enveloppées dans des couvertures, tenant des tasses de thé. Des lucioles bougeaient dans les haies. L'air sentait l'herbe mouillée et les fleurs d'été. Evelyne regarda les femmes rassemblées devant elle. Elle aurait pu donner la réponse que les gens aiment entendre, force, respect de soi, instinct, une ligne claire de l'impact à l'action. Au lieu de cela, elle dit la vérité. J'ai craqué, dit-elle. Le groupe se tut. Je n'ai simplement pas craqué de la manière dont il s'y attendait. Je n'ai pas crié parce que mon corps s'est glacé. Je n'ai pas pleuré parce que je ne trouvais pas la pièce en moi où les larmes étaient gardées. J'ai demandé des dossiers parce que les dossiers étaient la première chose stable que je pouvais atteindre. Les yeux de Nora se remplirent de larmes. Evelyne continua, j'ai craqué plus tard, de petites manières. Dans la cuisine, dans la salle de couture, en lisant des excuses, en jetant un ruban à la poubelle. Le deuil ne se manifeste pas toujours sur les lieux du crime. Parfois, il attend que les formalités soient terminées. Personne ne parla. Mais craquer n'est pas la même chose que d'en avoir fini, dit Evelyne. C'est la chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Vous pouvez craquer et toujours choisir. Craquer et toujours appeler l'avocat. Craquer et toujours protéger votre enfant, votre maison, votre compte, votre corps, votre nom. Les choses brisées peuvent encore refuser d'être volées. Une femme près du fond se couvrit le visage. Evelyne laissa le silence respirer. Puis elle dit, le but n'est pas de devenir intouchable.
Être intouchable, c'est être seul. Le but est de devenir inébranlable dans sa propre vie. Cette phrase devint la devise officieuse de la fondation, bien qu'Evelyne ne l'ait jamais imprimée sur une affiche. Certains mots fonctionnaient mieux lorsqu'ils étaient mémorisés, pas marqués. Chloé publia une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Une semaine plus tard, elle confirma qu'elle avait cru que Julien et Evelyne étaient séparés. Elle confirma qu'Éléonore avait encouragé le mariage à Pierreval et décrit la maison comme la future demeure de Julien. Elle admit avoir porté le voile après qu'on lui ait dit que cela symboliserait un nouveau départ. Elle nia toute connaissance de l'autorisation falsifiée ou des documents d'investisseurs. Internet fit ce qu'Internet faisait toujours. La moitié des inconnus la détestait. L'autre moitié détestait Evelyne de ne pas la détester assez. Personne ne demanda si les étrangers devaient voter sur la vie des enfants à naître. Evelyne refusa toutes les interviews. Au lieu de cela, elle rouvrit lentement le domaine de Pierreval. D'abord, elle restaura la bibliothèque, puis la chambre, puis le jardin. Les chaises de mariage avaient disparu, mais l'herbe se souvenait. Pendant des semaines, Evelyne ne pouvait pas passer devant l'arche de fer sans voir Julien en crème et Chloé en perles. Finalement, Benoît suggéra de la démonter. « Mon père l'a construite, » dit Evelyne. « Oui, » dit Benoît, mais il l'a construite pour la joie. Cette phrase lui resta. Le lendemain matin, elle appela un restaurateur, non pas pour retirer l'arche, mais pour la réparer, la repeindre et planter de la clématite bleue grimpante autour d'elle, la fleur préférée de sa mère. La guérison, découvrit Evelyne, ne consistait pas toujours à démolir ce qui avait été témoin de la douleur. Parfois, il s'agissait d'apprendre à l'objet à témoigner d'autre chose. Chloé lui écrivit une fois après sa première échographie indépendante. « C'est une fille. Je suis tellement désolée pour tout. Je sais que cela ne répare rien. » Evelyne resta avec le message pendant longtemps, puis répondit « Cela ne répare rien. J'espère qu'elle est en bonne santé. » C'était tout. Pas de pardon, pas de cruauté. Une limite avec une petite fenêtre laissée ouverte pour l'enfant. La restructuration de l'entreprise de Julien progressa rapidement. Les hôtels ferrés acquièrent les actifs viables. Les employés restent. Les fournisseurs sont payés. Julien conserve une participation financière minoritaire mais perd le contrôle opérationnel. Léon Ferret envoie une note à Evelyne après la clôture. Le domaine de Pierreval n'est mentionné nulle part. Comme promis. Evelyne apprécie cela plus que des fleurs. Éléonore tente une dernière attaque par le biais d'une plainte familiale privée, alléguant qu'Evelyne a intentionnellement détruit la carrière de Julien. La plainte s'éteint après qu'Inès Castano ait joint l'email concernant la demande de pardon une fois que le concept est en marche. Éléonore cesse de donner des interviews. C'était aussi une forme de service public. 3 mois après le mariage de Jardin qui n'a jamais eu lieu, Evelyne a organisé un dîner à Pierreval. Pas un gala, pas un événement de marque, pas une démonstration de résilience. Juste 12 personnes à la longue table sous les lumières de la terrasse. Benoît et sa femme Claire Morin, Inès Castano, Thomas Vanier, Laura Davis de la comptabilité, Léon Ferret, Sylvie Michel, 2 vieilles amies de Londres et la tante d'Evelyne, Mathilde. Arrivée avec une tarte au citron et la juste fureur d'une femme qui n'avait jamais aimé Julien mais avait été trop polie pour le dire souvent. Je l'ai dit la veille de Noël, annonça Mathilde pendant la soupe. Un homme qui vante trop une maison est en train de prendre des mesures pour des rideaux dans son esprit. Léon faillit s'étouffer avec son vin. Evelyne rit pour la première fois depuis des jours. Le son la surprit. Il surprit tout le monde aussi. Mais ils furent assez gentils pour ne pas regarder. Après le dîner, ils se sont déplacés dans le jardin. L'arche de fer était restaurée. La clématite bleue s'enroulait sur les côtés, encore jeune, mais tenace. Des lanternes brillaient dans les arbres, pas les antiquités de son père cette fois, mais de nouvelles qu'Evelyne avait choisies elle-même. Benoît leva un verre. À Pierreval. Mathilde ajouta, et a changé tous les codes d'accès. Ils burent. Plus tard, Léon trouva Evelyne près de l'arche. Tu n'étais pas obligé de m'inviter, dit-il. Tu as acheté une entreprise que je devais séparer de ma vie. Ça te vaut une soupe. Grand honneur. Ne le laisse pas te changer. Il sourit. J'essaierai de rester insupportable. Ils restèrent dans un silence confortable. Léon ne demanda pas des nouvelles de Julien.
C'était l'une des raisons pour lesquelles Evelyne le tolérait. Finalement, il dit, « Que vas-tu faire de la maison ?»« Vivre. » Radical, apparemment. Pas d'événement. Elle regarda la pelouse. Peut-être un jour. Selon mes propres conditions, pour des causes qui comptent, pas parce que quelqu'un a besoin d'un décor pour son ambition. Léon hocha la tête. Bien. Elle le regarda. Tu es très conciliant ce soir. Je suis dans un jardin où une femme est rentrée de Francfort et a arrêté un mariage non autorisé avec le droit de la propriété. Je sais quand être respectueux. Evelyne rit de nouveau. Cette fois, cela semblait moins surprenant. La fille de Chloé est née en février. Elle l'a nommée Lucie Moreau, pas Lefebvre. Julien a déposé une demande de paternité et de pension alimentaire par l'intermédiaire d'avocats. Chloé a accepté des présentations supervisées après qu'il ait suivi un cours de parentalité et divulgué ses informations financières. Éléonore a tenté de s'opposer au nom de famille et a été informée par l'avocat de Chloé que les grands-mères sans droit de garde étaient libres d'avoir des sentiments en privé. Evelyne a appris cela par Inès Castano qui a essayé de le rapporter professionnellement et a échoué parce que c'était trop satisfaisant. Des grands-mères sans droit de garde, répéta Inès. Je pourrais faire broder ça sur un coussin. Evelyne sourit. Ne fais pas ça. Bien. Une tasse alors. Evelyne n'a jamais rencontré Lucie, mais elle a reçu un faire-part de naissance dans une enveloppe simple, une petite photographie, un visage rouge, des cheveux noirs, des mains fermées. Au dos, Chloé avait écrit « Je lui apprendrai que vouloir la vie de quelqu'un d'autre n'est pas la même chose que construire la sienne ». Evelyne a gardé la carte dans un tiroir, pas dans le coffre en cèdre. Pas avec les choses sacrées. Un tiroir suffisait. Julien a également écrit une lettre. Elle est arrivée manuscrite, ce qui signifiait que son avocat avait soit approuvé l'humilité, soit abandonné. Evelyne, j'ai essayé d'écrire ceci sans rien demander. Je suis désolé pour la maison, le mariage, Chloé, le voile, l'email, pour chaque fois que j'ai appelé tes limites du contrôle parce que je voulais un accès sans gratitude. J'ai utilisé ton amour comme infrastructure. Puis je t'ai reproché d'être la seule raison pour laquelle ça tenait. Je consulte un thérapeute. J'apprends à être le père de Lucie sans rendre sa mère responsable de ma honte. Je sais que rien de tout cela ne restaure ce que j'ai brisé. Je voulais juste une chose vraie dans le dossier. Tu m'as donné un foyer. J'ai essayé d'en faire la preuve que j'étais important. Je suis désolé, Julien. Evelyne lut la lettre une fois, puis la relut. Elle ne pleura qu'à la deuxième lecture. Non pas parce qu'elle le voulait de retour. Cette porte était fermée. Pas même parce qu'elle lui pardonnait entièrement. Le pardon, elle l'apprenait, venait avec un temps inégal. Elle pleura parce que les excuses nommaient enfin la blessure. Il avait utilisé son amour comme infrastructure. C'était exactement ça. Elle rangea la lettre dans un dossier intitulé « Clôture », puis sortit et tailla les roses. Un an après le mariage interrompu, Evelyne a ouvert le domaine de Pierreval pour la première fois. Non pas comme un hôtel, non pas comme un lieu de mariage privé, non pas comme une partie du portefeuille de quiconque, mais comme le site de la première retraite de la Fondation Monseigneur pour les femmes se reconstruisant après un contrôle coercitif. Il n'y avait pas d'arche de mariage, pas de tour de champagne, pas de photographe mondain. Les invités sont arrivés avec des sacs de week-end, des sourires prudents et les yeux fatigués de personnes qui avaient passé trop de temps à expliquer pourquoi quelque chose faisait mal. Certaines étaient divorcées. Certaines étaient en cours de divorce. Certaines n'étaient pas prêtes à partir, mais avaient besoin de savoir quels documents copier avant d'essayer. Les ateliers étaient pratiques. Comment identifier le contrôle financier, comment préserver les preuves, comment lire les documents de propriété, comment séparer le pardon de l'accès, comment reconstruire un foyer après que quelqu'un d'autre ait essayé de le définir. Evelyne n'a pas raconté son histoire le premier jour. Elle a laissé les avocats, les comptables, les thérapeutes et les défenseurs parler. Elle s'est déplacée silencieusement dans la maison, s'assurant que le thé était chaud, que les chaises étaient confortables et que personne ne se sentait piégé dans aucune pièce. La deuxième nuit, le groupe s'est rassemblé dans le jardin sous l'arche de fer restaurée. La clématite bleue grimpait maintenant avec vigueur, douce et brillante dans le crépuscule d'été. Evelyne se tint devant 24 femmes et prit une inspiration. Il y a un an, dit-elle, je suis rentrée tôt d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé un mariage dans ce jardin.
Personne ne bougea. Mon fiancé épousait ma meilleure amie. Les invités étaient assis. Les fleurs étaient arrangées. Le voile de ma mère était sur la tête de quelqu'un d'autre. Mon foyer était devenu une scène pour mon remplacement. Plusieurs femmes baissèrent les yeux. La reconnaissance ne ressemblait pas toujours à la surprise. Plus tard, les gens m'ont demandé comment j'étais resté si calme. Evelyne continua, la vérité est que le calme n'était pas la paix. Le calme était la seule porte que je pouvais trouver hors du choc. Je l'ai franchi parce que crier aurait donné à tout le monde un moyen plus facile de me rejeter. Le jardin écoutait. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être généreux signifiait mettre les autres à l'aise avec ce qu'ils prenaient. Je croyais que l'amour signifiait offrir les meilleures parties de ma vie sans garder de reçu. Mais la générosité sans limite devient une invitation pour les gens qui pensent que la gratitude est facultative. Benoît se tenait à l'arrière près de la terrasse, les yeux humides. Evelyne leva les yeux vers la maison. Cet endroit a été utilisé contre moi parce que quelqu'un croyait qu'un foyer appartenait à celui qui était assez audacieux pour le revendiquer. Il m'a fallu des mois pour comprendre que le reprendre ne signifiait pas verrouiller toutes les portes pour toujours. Cela signifiait décider qui pouvait entrer, pourquoi et sous quelle vérité. Elle se tourna vers les femmes. Si quelqu'un vous a déjà fait vous sentir cruel de protéger votre propre vie, s'il vous plaît, écoutez-moi. Une limite n'est pas une vengeance. Un document n'est pas de l'amertume. Une preuve n'est pas une obsession. Partir n'est pas un échec. Et rester assez longtemps pour planifier une sortie sûre n'est pas une faiblesse. Les mots s'installèrent parmi elles. Vous avez le droit de rentrer chez vous, dit Evelyne. Même si la première chose que vous y trouvez, ce sont des décombres. Un sanglot. Personne n'applaudit immédiatement. Puis une femme commença. Bientôt, le jardin fut rempli d'un son plus chaleureux que la célébration. Ce n'était pas une victoire, c'était un témoignage. Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré, Evelyne se tint seule sous l'arche. L'air sentait l'herbe et les roses. La maison brillait derrière elle, stable et vivante. Pour une fois, le souvenir de Julien et Chloé à l'hôtel ne vint pas en premier. Au lieu de cela, elle vit ses parents rire sous la pluie. Elle vit les femmes boire du thé dans la bibliothèque. Elle se vit sur le sentier du jardin avec une valise, ne sachant pas encore que le pire moment de sa vie deviendrait la porte de retour à elle-même. Julien revint à Pierreval une fois, 18 mois après le mariage. Il ne se présenta pas au portail sans préavis. Il écrivit d'abord par l'intermédiaire de son avocat, demandant s'il pouvait récupérer un dernier article trouvé en rangement, une boîte de photos d'enfance que sa mère avait laissée dans le grenier lors du déménagement. Evelyne accepta un ramassage supervisé. Il vint seul. Pas d'Éléonore, pas d'avocat, pas de performance. Il avait l'air différent, moins soigné, moins affamé, toujours beau, mais le charme n'entrait plus dans la pièce avant lui. Benoît le conduisit à l'entrée latérale. Evelyne le rencontra dans le foyer parce que cela aurait été une lâcheté de ne pas le faire et une folie d'offrir plus. Bonjour, Julien. Evelyne. Le silence entre eux n'était pas vide. Il contenait trop pour être vide. Benoît lui tendit la boîte. Julien l'accepta à deux mains. Merci. De rien. Il jeta un coup d'œil dans le couloir où un groupe de la retraite de la fondation avait laissé un panier de notes manuscrites sur la console. Une carte disait « J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois ». Le regard de Julien s'y attarda. « J'ai entendu ce que vous faisiez ici, dit-il. Bien. Ça convient à la maison. » Evelyne ne répondit pas. Il la regarda. Lucie marche. Je suis content que Chloé aille bien. Mieux sans ma mère. Beaucoup de gens le sont. Il rit doucement, acceptant le coup. Oui, un autre silence. Puis il dit, je pensais que cet endroit me faisait me sentir petit parce qu'il était à toi. Evelyne attendit. Maintenant, je pense qu'il me faisait me sentir petit parce que je savais que je n'avais pas mérité la paix en son sein. C'était une bonne phrase, difficilement gagnée peut-être. Pourtant, ce n'était pas une clé. J'espère que tu construiras la paix ailleurs, dit-elle. Il hocha la tête. J'essaie. Avant de partir, il regarda vers le jardin. Puis-je voir l'arche? Benoît bougea. Evelyne y réfléchit. Puis elle dit, depuis la terrasse.
Ils ne passèrent pas les portes ouvertes. L'arche se dressait dans ses fleurs bleues, complètement changée, et d'une certaine manière plus elle-même. Julien la fixa longuement. « Tu l'as gardée, dit-il. Elle n'a jamais été à toi pour la ruiner définitivement. » Il ferma les yeux brièvement, puis les ouvrit et hocha la tête. « Au revoir, Évelyne. »« Au revoir, Julien. » Cette fois, le mot ne déchira pas. Il se ferma simplement. 5 ans plus tard, les gens racontaient encore l'histoire de manière incorrecte. Certains l'appelaient le scandale du mariage au jardin, d'autres le mariage de la maîtresse, certains l'appelaient le jour où Évelyne Dubois est rentrée chez elle et a détruit l'entreprise d'un homme. Internet aimait les méchants clairs, les héroïnes plus nettes et les fins suffisamment tranchantes pour tenir dans une légende. La vraie histoire était moins ordonnée. Évelyne n'a pas détruit Julien. Elle a cessé de financer son accès à sa vie. Elle n'a pas sauvé Chloé. Elle a refusé que l'enfant de Chloé devienne une arme. Elle n'a pas transformé Pierreval en un monument à la trahison. Elle l'a rendu utile. Pour le 5e anniversaire du mariage interrompu, le domaine de Pierreval a accueilli la plus grande retraite de la Fondation à ce jour. 50 femmes sont venues de cet état. Des avocats ont tenu des réunions dans la bibliothèque. Des conseillers financiers ont travaillé dans la salle de petit déjeuner. Des enfants ont joué dans le jardin sud sous la surveillance de bénévoles. L'arche du jardin était couverte de fleurs bleues si épaisses que le fer en dessous était à peine visible. Évelyne se tenait sur la terrasse au coucher du soleil, regardant la maison s'occuper de tout. Benoît la rejoignit avec 2 tasses de thé. 5 ans, dit-il. Ne le fais pas sonner si ancien. En année de scandale, c'est une dynastie. Elle rit. Il lui tendit le thé. Ton père aimerait ça. Évelyne regarda le jardin. Il dirait que les chaises sont trop proches des rosiers. C'est vrai aussi. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable. En dessous, une petite fille courait sous l'arche, poursuivant des bulles de savon. Ce n'était pas Lucie, bien qu'Évelyne pensât brièvement à elle. Chloé envoyait des nouvelles une fois par an maintenant par une carte de Noël polie. Lucie avait des boucles noires, des yeux sérieux et aimait apparemment les dinosaures. Évelyne gardait les cartes dans le tiroir, non pas parce que le passé était devenu amitié, mais parce que l'enfant existait au-delà de la trahison et méritait de ne pas y être réduite. Léon Ferré arriva en retard pour le dîner de retraite, comme il le faisait souvent maintenant. Portant une boîte de pâtisserie et des excuses qui semblaient insuffisantes par design, lui et Évelyne étaient devenus amis lentement, puis quelque chose de plus chaud encore plus lentement, bien qu'aucun des deux n'était pressé de le nommer. La différence entre lui et Julien n'était pas que Léon n'avait besoin de rien. Tout le monde avait besoin de quelque chose. La différence était que Léon demandait avant d'entrer. Il s'arrêta à côté d'elle sur la terrasse. « J'ai apporté des croissants, dit Léon. À 19h. Le temps est une construction sociale. » Évelyne prit la boîte. « Cette phrase vous a coûté votre crédibilité. J'ai un surplus. » Il les laissa avec un sourire qui prétendait ne pas le faire. Il regarda l'arche. « Grande journée. Bonne journée. Des fantômes ?» Évelyne y réfléchit. Il fut un temps où le jardin en était plein. Julien à l'hôtel, Chloé sous le voile. La voix d'Éléonore, les invités chuchotant, la valise à côté de sa main, le sentiment d'arriver trop tard à une vie qui était censée être la sienne. Maintenant, le jardin contenait d'autres choses. Des femmes riant, des enfants courant après des bulles, des fleurs bleues, du travail, du témoignage. « Non, dit-elle. Pas aujourd'hui. » Léon hocha la tête. Il ne sentait pas le silence. Elle aimait ça chez lui. Plus tard, après le dîner, Évelyne marcha seule sous l'arche. Elle toucha doucement l'une des fleurs de clématite. La première fois qu'elle s'y était tenue, elle avait été forcée dans le rôle de femme éconduite, de fiancée trahie, de propriétaire humilié. Tout le monde l'avait regardée et s'attendait à la version la plus simple de la douleur. Mais la douleur n'avait pas été simple. Elle avait été une carte. Elle lui montrait où l'amour était devenu un labeur, où la générosité était devenue un accès, où le silence était devenu une permission, où le foyer était devenu un mot que d'autres pensaient pouvoir voler s'ils l'imprimaient assez joliment sur une pancarte. Elle prit la carte au sérieux. C'est pourquoi elle trouva son chemin. À la fin de la retraite, les femmes se rassemblèrent dans le foyer pour partir.
Certaines embrassèrent Evelyne, certaines hochèrent simplement la tête, certaines n'étaient pas prêtes à être touchées. Evelyne comprit tout cela. La guérison avait ses propres manières. Une femme s'attarda près de la porte, une enseignante nommée Thérèse aux yeux fatigués et un dossier serré contre sa poitrine. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Thérèse. « Bien sûr. Quand vous les avez vus à l'hôtel, avez-vous su immédiatement que vous en aviez fini avec lui ?» Evelyne regarda par la porte ouverte vers le sentier du jardin. Les gens aimaient le mot immédiatement. Cela rendait les décisions claires, comme si le cœur était un interrupteur et la dignité une lame. Non, dit-elle. Thérèse eut l'air surprise. Evelyne continua. J'ai su immédiatement que quelque chose d'impardonnable s'était produit. Ce n'est pas la même chose que d'en avoir fini. Le sentiment d'en avoir fini est venu plus tard, après les documents, après les mensonges, après qu'il m'ait demandé de protéger son entreprise avant de s'excuser pour le voile de ma mère. Les yeux de Thérèse se remplirent de larmes. Alors, c'est normal si une partie de moi veut toujours qu'il soit celui que je pensais qu'il était. La voix d'Evelyne s'adoucit. Oui. La femme baissa les yeux, honteuse. Evelyne toucha le bord du dossier, pas la main de la femme. Mais souhaiter la version que vous avez aimée ne vous oblige pas à vivre avec la version qui vous a blessé. Thérèse hocha lentement la tête. Gardez des copies de tout, ajouta Evelyne pour la première fois. Thérèse sourit. Cette partie, je l'ai apprise ici. Après que tout le monde fut parti, Evelyne traversa la maison, éteignant les lumières pièce par pièce. La bibliothèque, la salle à manger, la salle de couture, le foyer. À la porte d'entrée, elle s'arrêta devant le portrait de ses parents. Sa mère souriait sur la photographie, le vent dans ses cheveux. Son père la regardait comme si elle était la seule réponse à laquelle il avait jamais fait confiance. Evelyne toucha doucement le cadre. « Je l'ai gardé », murmura-t-elle. Pas seulement la maison, la dignité, le souvenir, la capacité d'aimer sans céder le titre de propriété. Dehors, le jardin s'installa dans le crépuscule. L'arche se tenait silencieuse sous ses fleurs. La pancarte qui disait autrefois « Enfin chez eux » avait disparu depuis longtemps, brûlée dans la cheminée avec d'autres débris de mariage annulés. Evelyne n'avait plus besoin de pancarte. Elle savait où était son foyer. Ce n'était pas là où Julien se tenait. Ce n'était pas là où Chloé avait porté le voile. Ce n'était pas là où les invités regardaient et attendaient qu'elle s'effondre. Le foyer était l'endroit où elle revenait à elle-même.